France Maghreb 2. France Maghreb 2 vous souhaite un bon ramadan. Christophe sur France Maghreb 2. Le Grand Forum, ravi de vous retrouver sur France Maghreb 2 en ce lundi 5 juin. C'est parti pour cette nouvelle semaine, 17h-19h. Le Grand Forum, votre talk de fin d'actualité avec une actualité justement très chargée. Pour la commenter avec moi, ils sont deux. Zébélus Jean-Marc est avec nous. Salut Jean-Marc. Salut Christophe, comment vas-tu? Bonjour à tous les auditeurs et auditrices. Et notre ami Tarek Mami aussi qui est de la partie pour nous accompagner aujourd'hui. Bonjour Christophe, bonjour Tarek. à toutes, bonjour à tous. Tous les deux, vous étiez à Orléans hier soir? Tout à fait. Super, oui. Ah, vous avez fait un iftar du côté de la mosquée d'Orléans? La belle mosquée d'Orléans. De la mosquée An-Nour, Ouais. de l'association Iyamou, là où on a été avec vous, cher Christophe, il y a un mois à peu près, le 6 mai, pour donc la journée de cette association. Bon, très bien. Donc vous avez rencontré beaucoup d'enfants, des gens bien sympas. Bien passé. Beaucoup d'enfants, et puis on a fait terminer l'émission par un jeune de 14 ans qui a fait de la récitation. Oui, la récitation du Coran. Voilà, très Alors, bien. Je 14 vous ans, invite à revoir les vidéos sur Facebook, parce que Voilà, avec quelques petites erreurs que Samy a corrigées pour aider ce garçon. Mais c'était très bien parce que c'était très spontané. Et on a eu surtout le chef cuisinier qui, lui, depuis 10 ans, donne à manger aux gens puisqu'il est cuistot et qu'il va travailler notamment à la mosquée et ailleurs pour préparer le repas de rupture de Ramadan pour 150 personnes en moyenne tous les jours. alors, deux sujets qui vont nous préoccuper aujourd'hui, que je vous propose d'élaborer, de discuter ensemble avec vous au 01 40 33 9000. Même trois sujets, parce que le premier sujet fait office de la question du jour, à savoir bourde ou propos racistes de la part d'Emmanuel Macron concernant ces fameux bateaux qu'on appelle d'ailleurs les Kwassa, pardon, qui viennent donc des Comores jusqu'au Mayotte. Le problème, c'est que voilà, il a fait une petite bourde qu'on écoutera dans un instant qui est assez mal placée, assez mal vécue. S'agit-il d'une bourde, d'un propos raciste? C'est ce que vous pouvez donc nous donner comme réponse via la question du jour sur la page Facebook France Maghreb 2. Autre sujet important, 3e attentat en 3 mois maintenant. Ça s'est passé à Londres en Angleterre. Nous y reviendrons aussi avec bien sûr ce drame qui est survenu samedi soir. Et puis c'est arrivé ce matin, c'est là niveau géopolitique, des relations coupées, frontières, Rupture rupture, diplomatique. Voilà, c'est plus pratique effectivement, rupture donc Des relations entre diplomatiques. le Qatar et le reste du monde arabe, on peut dire, puisque l'Égypte, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, le Maldives, la Libye. Et le Yémen officiel, Et le Yémen. et le Yémen qui est sous contrôle de l'Arabie Saoudite. Donc est-ce que cette info peut avoir des conséquences à long moyen terme? On verra ça avec vous, mon cher Tarek, parce Avec qu'on plaisir, le sait, oui. notamment la France qui a beaucoup d'investisseurs du Qatar, qui notamment par le PSG, mais pas seulement, bien de nombreuses entreprises, les Qatar donc ont investi. Et ça commence à poser problème. Alors c'est bizarre parce que tout cela intervient après la visite de Donald Trump. Ben justement, c'est pas bizarre. Donc on en parlera tout à l'heure, mais Non mais c'est dans voilà, la la première question, c'est qu'on se dit c'est bizarre, mais finalement il y a une explication. Et ça a été assez vite finalement. Donald Trump a réussi à foutre un bazar sans nom dans cette région. C'est pas du cinéma, Tarek, ça peut avoir des conséquences terribles. Alors, En premier lieu, comme ça. À moyen terme, oui, on dira tout à l'heure un petit mot, mais il faut rappeler qu'en fait, le Qatar, pour l'Arabie Saoudite, le Qatar n'existait pas. Il a commencé à exister à partir du moment où on a découvert donc les richesses souterraines extraordinaires, notamment du gaz que le Qatar est arrivé à liquéfier sur place. Et à partir de ce moment-là, si vous voulez, c'est comme, comment dire, non pas un petit frère, mais un petit cousin. Qui dans la famille n'a jamais rien fait, et tout d'un coup le petit cousin veut venir concurrencer la grande tribu en lui expliquant le monde à l'envers. Et donc si vous voulez, il y a une part de jalousie parce que les Qataris, même si moi à titre personnel je les aime pas, pour faire simple, ils ont une meilleure gestion
de leur argent. Ils ont une autre vision stratégique du monde et tout petit, ils se sont imposés partout avec corruption, sans corruption, tout ça on s'en fout. Mais si vous voulez, ils ont fait en une vingtaine d'années beaucoup plus que l'Arabie Saoudite avec toutes ses richesses depuis donc 1930 et le début de la richesse de l'Arabie Saoudite et plus que l'accord de Quincy, c'est-à-dire l'accord entre les Américains et les Saoudiens où les Saoudiens payent et les Américains défendent et donc ils sont jaloux de ce côté-là et ils ne veulent pas qu'il y ait d'autres têtes dans la région. Or, le Qatar, encore une fois, joue un jeu individuel pour préserver ses intérêts pour aller plus loin. Et ça, l'Arabie Saoudite n'entend pas parler, n'entend pas accepter. Pour l'Arabie Saoudite, il n'y a qu'un pays dans cette région, c'est l'Arabie Saoudite justement. Bien que l'Arabie Saoudite, si vous voulez, et le Qatar, d'un point de vue religieux, ils sont plus ou moins pareils. Tous les deux sont plutôt dans le wahhabisme. Mais aujourd'hui, la pomme de discorde entre les deux, ce sont les frères musulmans et l'Iran. L'Iran chiite, l'Iran ennemi, adversaire aujourd'hui de l'Arabie Saoudite. Et donc, en deux mots, l'Arabie Saoudite ne pardonne pas au Qatar de vouloir avoir son indépendance et de ne pas être dans la ligne politique de politique étrangère de l'Arabie Saoudite, c'est-à-dire aller parler avec l'Iran, faire des accords avec l'Iran, et ça, si vous voulez, pour faire simple, l'Iran pour l'Arabie Saoudite est le diable, et le Qatar va s'allier, le diable, en tout cas s'approche du diable, et donc l'Arabie Saoudite veut rappeler qui est patron dans la région, et ça risque d'aller très loin, y compris une incursion militaire. Carrément. Je rappelle quand même qu'il y a quelques 20 ans, quand un des émirs du Qatar a voulu montrer qu'il commençait à vouloir prendre son indépendance, les tanks de l'Arabie Saoudite sont arrivés au pont qui sépare les deux pays, manière de dire on est là et on rentre quand on veut. Très bien. Alors, on verra ça, on en parlera plus en détail puisque ça a son importance, bien entendu. C'est un tournant géostratégique dans la région. Le Qatar, en deux mots, il se couche et il revient sous les ordres de l'Arabie Saoudite. Oui. Où cette partie du monde va repartir en pièces détachées et ça fera peut-être les affaires de Bachar al-Assad de la Syrie parce que les gens ne peuvent pas mener plusieurs guerres en même temps. Donc il y aurait peut-être une guerre entre l'Arabie et le Qatar. Le problème, c'est que les deux sont armés par les mêmes armes. Le Qatar, en plus, il a des armes françaises. Et le problème, c'est que derrière, aujourd'hui, la plus grosse base américaine au Moyen-Orient, elle est au Qatar. Et que les Américains, depuis l'arrivée de Trump et même un peu avant, menacent de déménager cette base qui est en quelque sorte la garantie de protection internationale du Qatar. C'est très bien. Ce qui se passe est très très grave. Très grave. Donc on en reparlera bien entendu tout à l'heure. Juste avant tout cela, évidemment, je rappelle que tout à l'heure, est-ce que vous connaissez La France qui ose, ce parti La France qui ose? Ben non, on connaissait La France qui n'est pas soumise. On connaissait Pleine de France, La France debout. C'est Ramayadé, je crois. Exactement, monsieur Jean-Marc Zébellus. C'est Ramayad qui est la patronne de ce parti, de ce groupe, mouvement, et nous aurons un candidat qui se présente dans la 8e circonscription de la Seine-Saint-Denis, qui donc se présente sous l'étiquette de La France qui ose. Donc on va un peu découvrir ce parti tout à l'heure et l'un de ses candidats dans cette 8e circonscription de Seine-Saint-Denis, invité à 18h. Je vous rappelle également, mesdames, messieurs, que vous pouvez nous joindre au 01 40 33 9000 pour échanger sur tous ces sujets graves. Première réaction, bien sûr, à ce qui s'est passé samedi soir à Londres. C'est encore une fois l'horreur absolue qui a touché cette ville britannique. Et pour la 3e fois... Cette ville, la capitale. Oui, la capitale, bien sûr. Oui. Non mais, je veux dire, pour la 3e fois cette année... Oui, tout à fait. Un commando de 3 hommes qui, avec l'aide d'une camionnette louée, sont donc au fond sur ce pont connu du côté de Londres, et ensuite sortent et décident de poignarder les gens, tout ce qui bouge dans les rues, quoi. Absolument incroyable. C'est une horreur, parce qu'en fait... je trouve pas les mots des fois pour parler de ces actes terroristes. Je ne peux pas dire ce qui désole, mais ce qui horrifie, voilà le terme que je cherche, c'est que quelqu'un qui connaît pas quelqu'un
se permet d'aller prendre sa voiture ou une arme à feu ou une arme ou un couteau pour aller tuer des gens qu'il connaît pas. C'est-à-dire, dans la vie, quand on a des problèmes, c'est les gens sont identifiés. C'est dans une guerre entre militaires, c'est deux personnes qui ont un problème particulier. Mais aller tuer comme ils ont fait à Londres, c'est-à-dire par hasard, en sortant de la camionnette, les 3 premières personnes qui sont sur le chemin, cher Christophe, c'est ceux-là qui sont attaqués. C'est-à-dire, n'importe qui peut se retrouver dans cette situation. Au-delà de tout ce qu'on dit, c'est un acte horrible qui ne peut être justifié par rien, ni par une religion, ni par une crise, ni par une idéologie. Incompréhensible. C'est une horreur absolue. Et puis, ce qui est déplorable, c'est que ces criminels, ces assassins, veulent régler leur compte au prétexte des problèmes de l'ingérence des gouvernants des différents pays, et ils s'en prennent au peuple, aux innocents qui n'ont rien à voir, aux innocents qui se retrouvent à un endroit où visiblement ils devaient pas y être. C'est catastrophique. Oui, avec ce concert hier soir de Ariana Grande du côté de l'Angleterre aussi, et donc bien sûr c'est l'horreur absolue, et donc qui a touché l'Angleterre ce samedi soir. Bien sûr, on en reparlera évidemment avec vous. 01 40 33 9000. On va parler donc dans un instant dans le zapping de la petite bourde ou propos racistes d'ailleurs. On peut se poser la question. La question est posée. La question est posée concernant donc les Comoriens, puisque le mot a été employé en plus par Macron, le président Emmanuel Macron. Ça s'est passé lors d'une réunion. C'était quoi cette réunion d'ailleurs, Tarek? Ça m'a échappé. Quand il s'est rendu en Normandie. Oui. Et donc il a inauguré le nouveau bateau. Et dans la discussion entre bateaux, il y a quelqu'un qui donne le nom d'un bateau africain. Et manifestement, le président Macron a de la culture, parce que c'est lui qui a cité le kwasé. Et donc, il a fait la différence entre 2 genres de bateaux de pêche, j'allais dire, dans cette région du monde, les petits bateaux, quoi. Et en fait, c'est une mauvaise boutade, parce que la phrase en clair, c'est ce petit bateau n'amène pas de poisson, mais amène des Comoriens, puisque les Comoriens l'utilisent pour aller entre Mayotte et les Comores. Or, il se trouve qu'il y a plus de 5000 morts en 3 ans dans ces bateaux, et donc les gens, si vous voulez, ont pris cette partie de la blague. On ne blague pas avec quelque chose qui a entraîné des morts. Mais à la base, au lieu de dire ces bateaux-là ne permettent pas de pêcher, et ils sont utilisés pour des opérations de trafic clandestin et d'immigration, il a fait la phrase facile, les kwasé n'amènent rien, elles amènent les Comoriens. Mais ça reste quand même des bateaux de pêche. Oui, s'il y a une activité clandestine qui est menée, qui est peut-être certainement plus rémunératrice pour certaines personnes, puisque faut dire aussi que ces eaux sont pillées par des contrats de pêche. Oui, tout à fait. Oui. Japonais et autres. Oui. Donc voilà. Donc à un moment donné, je pense que c'est un propos vraiment très maladroit. Alors à l'école, on disait ça, cher Christophe, c'est une blague de potache. Sauf que la blague de potache passe tant qu'il n'y a pas de mort. Et quand vous avez des personnes et des familles qui ont perdu des parents dans ces bateaux, l'humour ne passe pas. Voilà. C'est pour ça qu'on pose la question. Effectivement, c'est parce qu'il y a eu des morts récemment en plus là. Tout à fait. Voilà, de gens. Mais c'est que c'est pas récemment, ça fait longtemps que ça dure. Et c'est pour ça qu'on pose la question aujourd'hui, cher Christophe. Est-ce que pour vous c'est du racisme primaire? De toutes les façons, c'est des Noirs, c'est des Comoriens, ça compte pas? Ou est-ce que c'est une blague qui a foiré? C'est ça la question. Effectivement. En tout cas, vous répondez à cette question sur la page Facebook France Maghreb 2. Et on lira quelques-uns de vos commentaires aussi par mail lgf@francemaghreb2.fr, et en nous appelant aussi au 01 40 33 9000. Allez, dans un instant, messieurs, le zapping et vos avis tranchés à suivre. On va parler donc avec monsieur Jean-Marc Zébellus du Yémen, et avec Tarek Pami de je sais pas si faut appeler ça un conflit, c'est une rupture
de relations diplomatiques qui pourraient avoir des conséquences graves. Ouais. On en reparle évidemment avec vous de tout cela dans un instant. Le grand forum sur France Maghreb 2 jusque 19h avec, en ce lundi, Jean-Marc Zébellus, notre expert en immobilier, notre journaliste Tarek Mami, présent avec nous aujourd'hui. Zébellus, tu veux pas rester tranquille un peu 5 minutes là, il est en train de foutre un bazar dans le studio. C'est incroyable. Bon, allez, jusque 19h, c'est parti avec vos appels au 01 40 33 9000 et cette question bien entendu par rapport à la phrase sortie de route d'Emmanuel Macron, s'agit-il d'une bourde? Des Comoriens bien sûr. S'agit-il d'une bourde ou d'un propos raciste selon vous? Vous répondez à cette question sur la page Facebook France Maghreb 2. C'est parti avec notre zapping qui commence, notre zapping justement par cette histoire d'Emmanuel Macron qui a décidé de refaire un petit peu tout le fil de cet événement. Yann Barthès de l'émission Quotidien. Le contexte d'abord. Il visite le centre de surveillance et de sauvetage de la ville d'Etel. Il n'y a donc qu'une seule caméra à ses côtés. Alors non seulement il sait qu'il y a une caméra, mais en plus il la voit. Car elle est bien là et parfois elle est très proche. Là, il passe à côté de la caméra. Puis arrive une séquence que l'on n'a pas trop bien compris. On pense qu'il s'agit d'une maladresse. Comment le président peut-il dire ces mots devant un groupe et surtout en sachant qu'il y a une caméra? Il parle de bateaux de pêche et notamment des bateaux de pêche que l'on trouve dans le département de Mayotte, dans l'océan Indien. Mayotte qui est confrontée à l'afflux de réfugiés provenant des Comores. Et les réfugiés comoriens utilisent des bateaux qui s'appellent les Kwassa Kwassa pour rejoindre le sol français. Voici cette réflexion du président. Il y a des tapouilles, il y a des Kwassa Kwassa. Non, c'est un Mayotte, les Kwassa Kwassa. Par exemple, vous êtes un connaisseur. Mais le Kwassa Kwassa pêche peu. Il amène du Comorien. C'est différent. Voilà, donc le Kwassa Kwassa pêche peu, il emmène du Comorien, a-t-il dit. Voilà la petite blague un petit peu déplacée d'Emmanuel Macron. Alors Jean-Marc, qu'est-ce qu'on en pense? Après l'avoir écouté, parce que je dirais que c'est de la maladresse. Je dirais que faudrait qu'il se ressaisisse, quoi. On n'attend pas ça d'un président, des choses qui peuvent choquer autant, d'autant plus qu'il y a eu des victimes, ça devient une tragédie. S'il fuit du Comore, c'est forcément parce qu'il y a vraiment de réels problèmes. C'est un pays qui fait partie des pays les plus pauvres du monde, donc je pense que c'est malvenu de s'amuser avec des morts et le malheur des gens, quoi. Tarek, après l'avoir écouté, parce que peut-être pas écouté. Rien à rajouter. J'ai pas eu besoin de l'écouter. J'ai lu ce qui s'est dit, et donc pour moi, c'est une mauvaise blague de potache. Inexcusable pour un président de la République, d'autant plus qu'il a fait publier. Première petite faute là pour le coup. C'est pas une faute, c'est une bêtise. Ouais. C'est une bêtise. C'est-à-dire que on fait tous des bêtises quand on est entre nous, entre copains. Des fois on lâche un mot, machin. C'est pour faire l'intéressant, quoi. C'est pour faire le plus intelligent ou celui qui sait le plus. Mais chasser le naturel, il revient au galop. Un homme politique doit être, comme dirait Monsieur Hollande, exemplaire en tout endroit. Et c'est pas une faute, c'est une maladresse qu'il va traîner pendant toute sa vie, parce que on ne lui reprochera pas politiquement, mais dès qu'il fera une phrase de la sorte, quelqu'un il s'est bien moqué des Comoriens, pourquoi ne pas se moquer des femmes, ne pas se moquer des hommes, ne pas se moquer des Arabes, des Noirs, donc ça va lui coller à la peau. Alors, quelques commentaires quand même. J'appelle ça du racisme décomplexé, c'est ce que nous dit Kaina. La France est championne dans la matière. Ce type, la mémoire courte, il est allé faire des yeux d'eau aux Comoriens, Marseille notamment. Je vais essayer justement de trouver une lettre qui a été envoyée. Il y a eu 2 communiqués, un d'un quelqu'un que nous connaissons ici, Christophe. D'ailleurs, je crois que nous avons son numéro de téléphone, Nasruddin de Marseille, et l'autre c'est une élue municipale. Je vais voir la lettre qu'elle a envoyée au président Macron, et une lettre bien sentie dans laquelle elle va lui expliquer qu'est-ce que c'est qu'un Comorien, qu'est-ce que c'est qu'un Kwassa Kwassa, et ainsi de suite. Alors, il y a un auditeur sur Facebook qui nous dit une blague lourde, arrêtez de vouloir que tout soit parfait, car rien ne l'est. Voilà. Tout à fait, mais on a posé la question sur France Maghreb 2, on n'a pas attendu cet auditeur que nous respectons, puisqu'on a posé les 2 termes, on a dit pour vous, est-ce que c'est du racisme, est-ce que c'est une blague lourde? Il dit que c'est une blague lourde, bon, c'est une partie de l'opinion, mais on ne peut pas empêcher d'autres d'avoir une autre opinion, de dire que de toute façon, les hommes politiques blancs, de moins de 40 ans cette fois, parce que les autres à l'Assemblée en général ils ont plus de 60 ans, sont racistes fondamentalement. Donc dès qu'il s'agit de Noirs, d'Arabes ou de Comoriens aujourd'hui, on balance et puis on rigole. Alors vous pouvez évidemment intervenir au 01 40 33 9000
pour nous donner votre avis et continuer bien sûr de répondre à cette question du jour sur la page Facebook France Maghreb 2. Autre chose dans notre zapping, c'est une Ségolène Royal qui a remis à sa place la chroniqueuse de On n'est pas couché, Vanessa Burgraff, concernant le fait que Ségolène Royal aurait employé un de ses fils. Écoutez. Et l'interdiction des emplois familiaux, vous trouvez que c'est une bonne chose? Parce que il faut bien rappeler, parce que j'entends des artisans dire, mais moi je travaille avec mon fils, moi je travaille avec ma fille. Vous-même, vous avez travaillé avec votre fils aussi, par exemple. Absolument pas. Quand vous étiez candidate à la je n'ai jamais, mon fils a fait ça bénévolement. Je n'ai jamais, et ça m'aurait choqué, effectivement, et même eux, ça les aurait choqués, ils n'auraient pas accepté, mes enfants, d'être financés sur fonds publics. Parce que il y a une ambiguïté, les gens ne comprennent pas pourquoi on ne travaillerait pas avec ses enfants. Un boulanger, un artisan, il travaille en famille. Mais il s'agit bien, pour que les Français nous comprennent, d'argent public, c'est-à-dire de contrats faits par un parlementaire ou un maire ou ceci pour un de ses enfants ou son conjoint, etc. Ça me choque. Mais bien sûr que ça me choque. Et je n'ai jamais fait ça, même pendant une campagne électorale. Pendant une campagne électorale, c'est l'argent d'un parti. Ça aurait pu se faire. Mon fils, il a fait ma campagne électorale. Il n'a pas eu 1 euro de cette campagne électorale, alors que d'autres, qui avaient son âge, étaient rémunérés. Ça m'aurait profondément choqué. Et lui aussi, ça les aurait choqués. Ce qui prouve que je les ai pas mal éduqués, quand même. Juste un mot, quand même. Voilà, Ségolène Royal qui remet à sa place Burgraff concernant l'emploi de son fils. On y croit? Ce qu'elle dit, en tout cas, si ça s'avère vrai, je trouve ça légitime. Je partage cette pensée, qui consiste à dire, quand on est artisan, on est commerçant, on peut faire industriel, on peut faire travailler ses enfants, il n'y a pas de souci. Mais là, elle dit bien qu'il s'agit d'argent public. Donc, il faudrait être beaucoup plus vigilant. Donc, si tel est le cas, après vérification, moi, je partage ce qu'elle dit tout à fait, Madame Ségolène Royal, sans pour cela être son défenseur. Oui, bah, évidemment. Surtout que c'est difficile en ce moment pour vous. Hein, je pense que Monsieur Fro, vous voulez commencer les hostilités cet après-midi? Jamais. Alors, donc ça pour Ségolène Royal, c'est fait. Sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre dans le zapping aujourd'hui, en ce lundi? Eh bien, nous avons ceci très important. 50 ans de violence, 50 ans de tentatives pour faire la paix entre Israéliens et Palestiniens, 50 ans Vous êtes de gentil déception. pour violence, Christophe. Comment? Vous êtes gentil pour violence. C'est pas de la violence. C'est des assassinats, c'est des meurtres, c'est de la colonisation. Oui, c'est de la violence. Régime d'apartheid. Ouais. Oui, bon bah voilà. En tout cas, ça se passe du 5 au 10 juin 1967, la guerre des 6 jours et des souvenirs qui remontent à la surface pour les témoins de l'époque. Écoutons d'abord un Palestinien de Jérusalem-Est. Il dirige aujourd'hui une ONG et il raconte sa surprise au déclenchement des hostilités. Écoutez. J'avais 14 ou 15 ans et pour vous parler franchement, nous attendions les armées arabes. Alors quand j'ai vu les tanks, j'ai essayé de leur dire bonjour. Je pensais qu'ils étaient arabes, irakiens ou d'une autre armée. Mais ils ont commencé à tirer dans ma direction. Je ne pense pas qu'ils voulaient me tuer, plutôt me dire de rentrer chez moi ou quelque chose comme ça. La guerre des 6 jours, on s'en souvient évidemment. Tarek Mami, plus que jamais, ça a été un virage. Je m'en souviens, c'est un tournant. Ce qu'il faut savoir, c'est que à l'époque, on n'avait pas les informations que nous avons aujourd'hui, cher Christophe. Ouais. Mais on dit dans la presse internationale et dans la recherche que l'armée américaine a participé dans des avions qui ont été peints aux couleurs d'Israël, que le service de renseignement américain, en fait, avait donné tous les plans de l'aviation syrienne de l'époque. Ouais. Qu'en clair, si vous voulez, il y a eu une fanfaronnade arabe, un réalisme israélien doublé d'un soutien international occidental, et c'est le résultat, parce que qu'on vient nous dire aujourd'hui dans une opération mythique que le petit pays a gagné les 7 pays qui l'entourent, tout ça c'est du vent, c'est la grande puissance mondiale capitaliste une coalition américaine qui a coalition. Gagné, et il y a même des gens et des personnalités connues en Occident qui à l'époque qui étaient apprentis footballeurs, qui étaient apprentis avocats, sont partis pour se battre de l'autre côté. En clair, la question palestinienne n'est pas une question
militaire entre Palestiniens et Israéliens, c'est une chose, on le dira pas jamais assez, de colonisation, d'occupation du territoire. Et aujourd'hui, quand on voit la réalité sur le terrain, c'est un peuple qui domine un autre, c'est une espèce d'apartheid. L'ONU l'a écrit, même si on a demandé à la dame qui a écrit le rapport de dégager et de quitter l'ONU. Aujourd'hui, un peuple occupe un autre. Comment peut-on, en France, chez beaucoup de monde, les présidents de la République, les ministres, tout ce que vous voulez, réclamer et demander le vivre ensemble et le bien vivre ensemble entre toutes les communautés sans distinction, et c'est une très bonne chose, mais quand il s'agit d'Israël, là tout d'un coup c'est pas la même chose. Je sais pas, cher Christophe, si on parlera tout à l'heure du discours de Madame May, Premier ministre anglaise, mais elle dit une phrase terrible, c'est-à-dire qu'elle dit qu'aujourd'hui, indirectement, que les communautés en Angleterre vivent les unes à côté des autres, et qu'il faudra que ces communautés vivent ensemble en quelque sorte sur le principe français où il n'y a pas de communauté, il n'y a que des citoyens. Et cette question, si vous voulez revendiquer aujourd'hui en Angleterre, personne n'ose la poser en Israël, où les gens vivent sur le même territoire, et on pourrait même dire vivre ensemble sans qu'ils ne fassent ensemble. Il y a des dominants et les dominés, et donc c'était un triste souvenir. Et moi j'ai des souvenirs personnels que je ne dirai pas ici sur cette guerre de 5 juin 67, mais pour moi, si vous voulez, je ne suis pas palestinien, mais ce que j'avais ressenti à l'époque et ce qui m'entourait autour de moi et autour de ma famille, c'est une blessure qui ne cicatrisera jamais. Elle cicatrisera peut-être le jour où il y aura un État palestinien indépendant. Israël annexé Jérusalem, hein? Oui, tout à fait. C'est ça, on est d'accord. Tout à fait. Bon. Et j'ai lu beaucoup de choses, y compris le livre de Moshe Dayan, donc le général qui avait occupé cette ville et cette esplanade. Donc j'ai lu les mémoires de beaucoup de personnes. Je sais ce que c'est, si vous voulez, que quand je vais faire une mauvaise comparaison, mais vraiment très mauvaise. Je vais pas faire mon Macron, mais je veux dire, déjà quand on voit quelqu'un voir son équipe de foot s'effondrer à 4-0 ou à 5-0, la douleur qu'il ressent pendant quelques heures, vous imaginez quelqu'un qui perd lui son pays, et pour toujours, et en tout cas tant qu'il est vivant, puisque ce monsieur avait 14 ans, il doit en avoir 70 à peu près aujourd'hui, mais c'est une douleur qui ne disparaîtra pas de l'histoire du monde et de l'histoire de la Palestine, même le jour où les Palestiniens obtiendront leur indépendance, parce que si vous voulez, c'est le genre de choses, c'est la guerre de 100 ans en France, c'est les 3 guerres entre l'Allemagne et la France qui laissent des traces, même si après on peut se réconcilier. L'Allemagne et la France et l'Angleterre. Voilà, les deux. Et donc c'est des choses qui restent dans l'histoire. Tout à l'heure, le Palestinien que nous écoutions disait je pensais que c'était les Arabes. Ils étaient où les Arabes? Les Arabes, ils étaient en train d'arriver. La guerre, c'est quoi aujourd'hui, Christophe? La guerre, c'est 3 choses. La guerre, c'est d'abord l'information. Je sais où tu es, tes armes sont, comment ça marche, qui commande pas. Les Arabes les avaient pas, les Israéliens l'avaient. La deuxième, c'est la qualité des armes, c'est-à-dire celui qui a des armes qui datent de 48 et celui qui a des armes qui datent de 65 fournies par les Américains. Les Arabes avaient encore les armes de 48 voire de 1920 pour les petits fusils, on appelle ça les Moser à l'époque, contre les Israéliens qui avaient déjà les avions fantômes et tout ce que vous voulez comme tank américain. Et la troisième, c'est une stratégie guerrière, ce que les Arabes n'avaient pas, parce que même s'ils avaient coordonné un minimum entre chefs d'état-major, toutes ces informations coordonnées étaient entre les mains des Américains, donc des Israéliens. Et quand vous partez une guerre avec les 3 éléments contre vous, ça sert à rien de partir à la guerre. Il y avait juste le discours et le fanfaronnade. Et d'ailleurs, c'est depuis, cher Christophe, et ça, vous qui êtes jeune, devez aussi retenir ça pour la suite des émissions. Pas tant que ça, hein. Oui, pour la suite des événements et des choses. C'est à partir de la perte de cette guerre que le phénomène de l'islam actif va naître quelques années après, c'est-à-dire qu'on aura tout tenté dans la tête des Arabes et des musulmans, dans ce nationalisme arabe, et ce nationalisme arabe donc qui perd cette guerre en 67 va culminer avec une espèce de fausse jouissance en 74 quand les États arabes et l'Arabie saoudite aussi à l'époque décident de faire le premier blocage de la vente des pétroles à l'Occident.
Et par la suite, donc, les Américains arrivent à retourner quelques années plus tard Sadat, et l'Arabie Saoudite commence à investir l'argent de ce pétrole dans l'Occident, dans les pays arabes, dans les pays musulmans, pour wahhabiser la pensée musulmane. Ouais. Et on arrive en 1989 où Khomeini rentre et redonne une nouvelle vigueur à l'islam politique. Et donc vous voyez que 67, y compris dans l'histoire des Arabes, est un point culminant de la fierté arabe qui va commencer à descendre à partir de cette date-là. C'est peu de le dire parce qu'on parle souvent, beaucoup de protagonistes dans ce conflit parlent de retour des frontières avant 67. Alors en fait, si vous voulez qu'on fasse un petit retour très rapide sur l'histoire, en 1948, l'ONU décide de partager le territoire, d'ailleurs déjà d'une manière inéquitable et dans un traçage qui n'était pas viable. Ouais. Les Arabes, c'est pas les Palestiniens, hein, c'était les États arabes de l'époque refusent ce partage parce qu'ils ne pouvaient pas à l'époque et même aujourd'hui accepter que des gens qui ont été malmenés, tués, torturés, passés par la Shoah en Occident, au lieu que l'Occident repart ses erreurs en leur donnant un territoire en Europe, là où ils ont subi les souffrances et les massacres, on aille jeter donc l'erreur de l'Occident dans ce pays qui s'appelle la Palestine. Donc ne pouvons pas accepter, surtout à l'époque à chaud, cette vision du monde. Ils ont refusé le partage. Ouais. Et une guerre donc s'est enclenchée, une guerre, si on peut dire, les mots guerre est trop, avec les Anglais qui n'avaient plus qu'une hantise, préserver leurs soldats pour se retirer, avec les Israéliens de l'époque qui étaient déjà armés avec un groupe que tout le monde reconnaît, y compris aujourd'hui, comme un groupe terroriste qui s'appelle la Haganah, et qui va donc attaquer les civils pour dégager le maximum de territoire. Et ils vont, donc les Israéliens de l'époque, occuper le territoire tel qu'il leur a été donné par l'ONU, puisque c'est l'ONU qui reconnaît, c'est le seul pays du monde d'ailleurs qui est reconnu unilatéralement par l'ONU, c'est Israël. Et l'ONU dit aujourd'hui qu'il ne peut pas faire la même chose pour la Palestine, 2 poids 2 mesures. Et en prenant la totalité des territoires qui leur a été accordés, on prit encore quelques territoires qui devaient revenir à la Palestine. Et c'est comme ça, si vous voulez, qu'on parle à la fois des frontières de 48 et des frontières de 67. En fait, quand les Arabes et les Palestiniens parlent des frontières de 67, c'est-à-dire qu'ils ont entériné déjà la perte des territoires de 48 qui étaient affectés aux Palestiniens et pris de force en 48 par les Israéliens. Et c'est pour ça qu'on parle de la frontière, des frontières de 67, c'est-à-dire les dernières frontières telles qu'elles existaient physiquement et par la force avant la guerre de 67. C'est ça la nuance qu'il faut comprendre, parce que certains pensaient que les frontières de 67 sont les frontières de 48. C'est un peu plus nuancé que ça. Très bien. Bon, en tout cas, ça a été intéressant d'y revenir, bien sûr, sur cette partie de l'histoire. Je rappelle juste que le dernier vendredi du mois de Ramadan est déclaré en général comme la journée de Jérusalem, Yom al-Quds. Alors, l'Arabie Saoudite, encore une fois, et que plusieurs pays sunnites ne veulent pas suivre cette règle, pour la simple raison que cette déclaration émane de Khomeini, donc le grand imam ou le grand mufti de l'Iran, parce qu'il est chiite. C'est-à-dire que même quelque chose qui devrait réunir tout le monde, c'est-à-dire donner le 4e vendredi du mois du Ramadan pour la Palestine, pour qu'il y ait de l'aide, du soutien, de la solidarité, certains, pour des raisons politiques, vont refuser cet acte. Mais moi, je pense qu'à un moment donné aussi, ce conflit a été un petit peu dévoyé. On a mis ce conflit que sur le prétexte religieux. Et je pense que en tout cas pas en France Maghreb 2, cher. On parle pas de, on parle pas. Non, mais depuis que vous êtes là, il faut savoir. Non, mais on parle pas de ici, France Maghreb 2. Ici, ce n'est pas un problème ni ethnique ni religieux. Je parle plus haut que France Maghreb 2. Okay. Je ne parle pas de France Maghreb 2. Ouais. France Maghreb 2, c'est un microcosme, ça n'existe pas devant ce conflit. Ouais. Je parle sur le plan international. On en a fait à un moment donné essentiellement une cause religieuse. Et des deux côtés. Ce qui est une erreur, parce que ce que subit la Palestine, comme a si bien dit l'ambassadeur que nous avons reçu au salon de l'ex-UEUF musulman de France, on avait eu en interview, d'ailleurs, c'est vous qui aviez fait cette interview, mon cher Tarek, c'est des choses qui nous a précisé que c'était une affaire de tous, de tout être humain, de chrétiens, de musulmans, de non-musulmans. Et c'est ça qu'il faut comprendre, que c'est des droits d'êtres humains qui sont bafoués avant tout. C'est des êtres humains qui sont discriminés, écrasés, assassinés, massacrés. Tout simplement, juste
pour avoir leur territoire. Sur, sur une vision mythique de l'histoire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, en tant qu'être humain, justifier des choses au nom d'un texte sacré, la Bible ou la Torah. Bien sûr. Et on dit, il est écrit dans la Torah parce que, à partir du moment où vous avez des gens qui croient à aucune religion, à aucun texte religieux, à cela au moins, vous ne pouvez pas opposer, si vous voulez, ce territoire nous appartient parce que c'est marqué dans la Bible. Méziane est avec nous au 01 40 33 9000. Bonsoir Méziane. Oui, bonsoir, salam alaikum à tous. Bonsoir. Voilà, donc moi je crois, M. Tariq et puis Christophe et Jean-Marc, moi je crois que le fait que le Trump est allé en Arabie Saoudite, en Israël et puis en Palestine, en fait c'est une tromperie. C'est tout simplement pour, bien entendu, pour que l'Arabie Saoudite soit protégée et qu'Israël soit protégé. C'est-à-dire les deux entités. Les deux entités qui sont dramatiques pour le monde musulman, qui font la division, c'est les Saoudiens, enfin le royaume saoudien, le roi, et Israël, bien entendu. Eux, bon, ils sont juifs et donc c'est différent, mais enfin ils sont dans la région. Et moi, je crois que le plus grand drame qu'on a, c'est l'Arabie Saoudite. Moi, je suggère que tous les pays musulmans arabes arrêtent de se diviser, parce que le seul pays qui peut faire face actuellement à Israël, c'est l'Iran. C'est pour ça qu'ils veulent le démolir. Merci Méziane pour cette lecture. Merci Méziane. de cette rupture donc de relations entre des pays, en l'occurrence le Qatar et l'Arabie Saoudite. On va y revenir d'ailleurs un peu plus longuement tout à l'heure avec Tariq Pami qui souhaitait faire justement son avis là-dessus dans quelques instants. On va parler aussi du Yémen avec toi, mon cher Jean-Marc. Tout à fait. Mais il y a une chose aussi qu'il faut comprendre. Qu'est-ce qu'il y a quand on tape sur Google, guerre des 6 jours, vous aurez tout compris. Vous aurez tout compris. Tout ce qui va apparaître, tout ce qui va sortir, ne sera qu'en faveur d'Israël. Donc vous auriez tout compris. Donc si vous voulez avoir des sources, il faut bien chercher vos sources. Donc il faut bien faire des bonnes recherches. Pas sur Google, alors. Pas nécessairement chez Google. En fait, Google doit être l'instrument qui permet d'aller chercher des livres spécialisés et de lire plutôt les livres. Très orienté là. Comment ça? Quand on tape guerre des 6 jours, c'est très orienté. Non mais bien sûr, une propagande. Bien sûr. Non mais c'est pour ça qu'il faut taper sur Google livres sur la guerre des 6 jours ou réalité de la guerre des 6 jours, et vous avez des livres de part et d'autre. D'ailleurs là j'ai un texte devant moi. Aujourd'hui Christophe, c'était pas prévu, donc je vais juste le citer. Vous avez un grand écrivain intellectuel algérien qui s'appelle Gédion Lévy, qui écrit le 1er juin 2017, donc à cette occasion, les 50 ans et les 50 mensonges d'Israël. Et on peut commencer à rentrer là-dedans pour en citer, notamment la fameuse un pays sans habitants pour des habitants sans pays. On appelait ça plutôt donc un peuple sans terre pour une terre sans peuple. Voilà. Parce que ils avaient vendu en Occident à l'époque qu'il y a personne en Palestine, que c'est un territoire qui est abandonné, c'est de la terre, et donc mieux vaut aller habiter dans ces terrains. Et là donc Gédion Lévy nous dit que le mensonge numéro 1, sur la radio israélienne, on décide d'utiliser le terme territoire temporairement détenu. C'est-à-dire colonisé, on laisse croire que c'est provisoire. En réalité, en langue française, il y a une belle phrase qui dit c'est le provisoire qui dure. Et ainsi de suite. Donc, et on a une 50, et donc c'est peut-être provisoire, mais au bout de 50 ans, on se demande le provisoire. Le deuxième mensonge, c'est l'argument comme quoi Israël ne fait qu'occuper les territoires palestiniens uniquement pour des raisons, cher Christophe, sécuritaires. C'est-à-dire que le jour où elle a la sécurité, elle occupe plus. Et vous en avez donc 50 des causes comme ça. On y reviendra tout à l'heure. On les lira pas, mais on les citera tout à l'heure. Sachant que à un moment donné, il était question que ce soit Madagascar qui soit la destination. Alors, il y a de la discussion, cher Jean-Marc, parce qu'en fait, on a parlé de Madagascar, on a parlé du pays de Amin Dada, oui. qui est un paradis sur terre.
On a parlé de Venezuela, sauf que les religieux juifs, cette fois, avaient expliqué à ceux qui leur voulaient les installer ailleurs qu'ils souhaitent revenir à la Bible, parce que il est vrai que dans la tradition culturelle et religieuse juive, depuis que les Juifs majoritairement vivent en Europe, il y a la phrase l'année prochaine à Jérusalem. Donc il y a un fondement religieux à la base. Très bien. Alors on en reparlera dans un instant, bien sûr, avec vos appels 01 40 33 9000. On n'oublie pas la question à propos de la sortie de Macron sur les Comoriens. S'agit-il selon vous d'une bourde ou d'une phrase raciste? Vous allez sur la page Facebook France Maghreb pour y répondre. Cet article, Christophe, a été publié par Gideon Levy dans un journal israélien dit de gauche, Haaretz. Ouais. Et il nous rappelle la fameuse phrase de Madame Golda Meir, qui était Premier ministre, un petit peu le Netanyahou d'aujourd'hui, quoi. Et écoutez bien cette phrase. Nous, les Israéliens, nous ne pardonnerons jamais aux Arabes d'obliger nos enfants, donc comprendre Israéliens, à tuer les Arabes. Donc regardez même comment on tourne les choses. Vous nous obligez à vous tuer, donc c'est pas notre faute, c'est votre faute. Si je peux rajouter une chose, le fondement religieux n'est pas fondé de la base, car si on va sur les textes religieux, après l'histoire du veau d'or, il est dit que ce peuple sera dispersé partout dans le monde et qu'il n'aura jamais une terre. Donc, on va pas aller sur ce terrain, mais en tout cas, le fondement religieux ne l'est pas. Allez, dans un instant, on va parler du Yémen, mon cher ami Jean-Marc. Sur quel aspect d'ailleurs? Ben, justement, on va présenter un petit peu le Yémen, un petit peu sur son aspect un petit peu géopolitique et puis géographique. Et puis, Monsieur Tariq Mami va compléter en entrant sur le conflit actuel. Et entre les deux, on parlera et on aura un invité, donc candidat dans la 8e circonscription de la Seine-Saint-Denis. Pour le compte de la France qui ose, le parti de Ramayad. Je savais même pas qu'il existait, moi, avant de le découvrir. Si, elle a parlé de son parti. Elle était même passée chez, comment il s'appelle, sur la 2. On ne regarde pas la 2. Mais oui, on vient de parler d'elle. C'est Ségolène Royal. On vient de passer son zapping. Oui, donc, chez Laurent Ruquier. Laurent Ruquier, elle était passée. Elle avait fait tout son cinéma. Notre ami Christophe regarde BFM. Il regarde BFM. Oui, lui, c'est BFM. Lui, il regarde tout, forcément, le zapping. Ouais. D'ailleurs, il est en quelque sorte un petit peu, il fait des extras BFM, je pense. Salut Jean-Marc, à tout de suite. Le Grand Forum sur France Maghreb 2, merci d'être avec nous jusque 19h avec vos appels au 01 40 33 9000 avec cette question bien sûr que l'on vous pose aujourd'hui par rapport à la bourde. Comment avez-vous ressenti la phrase d'Emmanuel Macron sur les Comoriens? S'agit-il d'une bourde ou d'une phrase raciste? Vous répondez évidemment à cette question sur la page Facebook France Maghreb 2. En ce qui concerne la question du jour, pour l'heure, qu'est-ce qu'il y a? Mais ça va pas, non, Jean-Marc Zébulus? Laisse-la tranquille. 01 40 33 9000. C'est parti pour l'avis tranché. Vous êtes au boulot, vous. Occupez-vous de votre papier. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Si on fait quoi que ce soit, c'est la mise à pied. Alors piétinez-moi, allez-y. Alors, mon cher Jean-Marc, pour nous parler de votre avis tranché qui concerne aujourd'hui, vous souhaitez nous parler du Yémen. Oui, on va parler un petit peu du Yémen. On va présenter le Yémen, qu'il faut savoir que c'est un pays en arabe. Yémen veut dire la droite. En effet, donc c'est un pays, si vous voulez, qui s'étend sur 560 à peu près 570 000 kilomètres carrés. Ce fut une monarchie à une certaine époque. Ce pays a toujours connu des dissensions entre le nord et le sud. C'est un pays qui a comme frontière terrestre l'Arabie Saoudite d'un côté, et vous avez d'un autre côté, vous avez aussi Djibouti, vous avez l'Oman aussi, et elle partage aussi des frontières marines, notamment avec Djibouti également et d'autres pays. Donc tout ça pour vous dire que le Yémen, c'est un pays qui a connu des conflits de tout temps. Hein, c'est un pays du Proche-Orient qui se trouve très exactement au sud de l'Arabie Saoudite, et elle est entourée par le golfe d'Aden qui est la mer Rouge. Oman, le Yémen couvre une surface, comme je vous disais, enfin c'est un peu moins 527 000 km². Plusieurs îles vont faire partie du territoire yéménite, notamment l'île de Kamaran en mer Rouge, l'îlot de Périm, qui commande l'accès à la mer Rouge par le détroit de Bab el-Mandeb, et l'île de Socotra. Le Yémen possède 1906 km de côte. Donc il a un relief qui est caractérisé à l'ouest par de hautes montagnes,
Celles-ci sont constituées par la partie méridionale du mont Sawawat, dont le Jabal an-Nabi Shuhaib, haut de 3660 mètres carrés, est le point culminant le plus haut apparemment. Donc ce pays justement a toujours connu des dissensions. Donc ce qui se passe, c'est que on a connu l'État yéménite et de longue date. C'est le pays historiquement est divisé entre le nord et le sud. Et on a deux régions qui ne sont pas unifiées. Ce n'est qu'en 1990, lors de la chute de l'Empire, qu'en 1990 qu'on va connaître justement ces deux pays vont se réunifier. La chute de l'Empire ottoman à 1962, le nord a été dominé par une dynastie zaïdiste. Environ 40% de la population. La confession des Houthis, ce sont des chiites justement qui ont pris ce nom par rapport à leur chef qui est mort, dit-il, en martyr, qui a été assassiné. La confession des Houthis est une branche minoritaire du chiisme. En 1962, la proclamation de République est suivie d'une guerre civile qui oppose monarchistes aidés par l'Arabie saoudite voisine et républicains. Soutenus par l'Égypte de Nasser, ces derniers finirent par l'emporter. C'est dans ces montagnes du Nord qu'est né le mouvement Ansar Allah, dit houtiste, autour de Hussein Bedreddin al-Houthi, un ancien parlementaire. Il est entré en dissidence et tué par l'armée en 2004. Donc pour vous dire aussi que depuis ce temps, le Yémen actuellement connaît quelque chose de très grave. Nous avons des gens qui meurent de la faim. On va vers une famine sans précédent puisque ils n'ont pas accès à la nourriture et les différentes ONG ne peuvent pas justement accéder là où on est. Ils sont frappés de famine, notamment on a des épidémies de choléra qui ont fait déjà un grand nombre de victimes. Et là actuellement, les choses ne vont pas en s'arrangeant puisque vous avez des désaccords entre les différentes coalitions et notamment actuellement on parle du Qatar qui dirait porterait son soutien justement au parti, aux 10 rebelles du régime, l'Arabie saoudite qui s'oppose. Donc on part dans un conflit que monsieur risque d'un conflit majeur que monsieur Tariq Mami va nous expliquer. Faut savoir que l'Arabie saoudite a bombardé plus d'une fois le Yémen et en a fait énormément de victimes. Faut savoir que le Yémen n'a pas justement les moyens de pouvoir faire face aux représailles, de pouvoir lutter contre l'Arabie saoudite. Savoir que l'Arabie saoudite est protégée par l'armée américaine et que tout ce que fait l'Arabie saoudite, c'est avec l'appui, avec l'accord des Américains. Et en ce moment, le Yémen est un pays qui est sur le point de subir une famine sans précédent et c'est un pays qui est vraiment le niveau de vie et l'un des plus bas du monde actuellement. Merci monsieur Jean-Marc Zébélus de nous avoir parlé donc de ce pays que finalement peu de personnes en tout cas connaissent. Pourtant la tragédie touche ce pays. Là c'est terrible, c'est la famine. Le pire c'est vraiment la famine. Là il y a eu des cas de choléra, il y a eu beaucoup de morts par rapport au choléra. Il y a les bombardements qui ont fait énormément de morts, mais vous avez eu beaucoup de victimes de famine et de malnutrition. Là, on y va vraiment comme ce qu'on a connu malheureusement en Somalie. On s'y dirige parce que, comme je répète encore une fois, les différentes surgénées ne peuvent pas accéder, ne peuvent pas ramener les soins, ne peuvent pas ramener la nourriture aux gens qui sont victimes dans la région. Ils sont victimes de ça. Et puis surtout aussi, il y a le prétexte toujours de sunnites contre chiites, etc., ce qui facilite pas les choses. Exactement. Merci en tout cas d'avoir parlé de ce pays. On en parle malheureusement pas assez, en tout cas en ce lundi 5 juin sur France Maghreb 2. Alors, on va maintenant passer à notre parole de candidat, puisque chaque soir, vous le savez, jusque vendredi prochain, on s'intéresse et on essaie d'inviter des candidats qui sortent un petit peu du lot, issus de la diversité pour la plupart. On se balade donc au travers des différentes circonscriptions. Ce soir, nous sommes dans la 8e circonscription de la Seine-Saint-Denis. Nous recevons avec nous Benjamin Laoussine Jawani. Bonsoir. Bonsoir Christophe. Bonsoir et bienvenue sur France Maghreb 2. Vous êtes donc candidat pour ce parti La France qui ose, parti de Ramayad.
D'abord, avant de parler de ce pourquoi vous avez choisi de rejoindre ce parti, est-ce que vous pouvez vous présenter qui vous êtes auprès de nos auditeurs, monsieur Laoussine Jawani? Oui, alors bonsoir, je m'appelle Benjamin Laoussine Jawani, j'ai 40 ans, je suis marié, j'ai un petit garçon et je suis actuellement directeur d'un établissement médico-social à Rosny-sous-Bois, donc dans la circonscription dans laquelle je me présente. D'accord. Alors, parti La France qui ose, parti de Ramayad, pourquoi avoir rejoint Ramayad avec un parti qui finalement est encore assez méconnu finalement? Alors effectivement, on est assez méconnu, on souffre un peu de ce manque de médiatisation et je tiens à vous remercier Christophe de la petite fenêtre et de la petite lucarne que vous mettez sur notre parti. Alors pourquoi Ramayad? Je la connais depuis quelques années, j'ai été un de ses conseillers et je l'ai accompagné dans le cadre de la campagne présidentielle et quand on m'a demandé si je souhaitais me présenter aux législatives, c'est avec un grand plaisir que j'ai accepté cette mission. D'accord. Alors, beaucoup de candidats face à vous dans cette circonscription. On sait qu'il y a des circonscriptions où il y a plus d'une vingtaine de candidats. On est à combien chez vous? Alors chez moi, il y a 14 candidats. 14, très bien. Alors, quelles sont vos chances concrètes d'accéder au second tour d'abord? Écoutez, je pense que l'échiquier politique tend à se bouleverser et à changer. Donc je pense qu'on a réellement nos chances. En face de nous, on a quand même beaucoup de gens qui se sont présentés mais qui ne font pas campagne. Vous verrez si vous allez dans une circonscription, il y a beaucoup de panneaux qui restent vides. Je pense qu'on a toutes nos chances. On apporte une offre nouvelle. Vous parlez tout à l'heure de la diversité. Je pense l'incarner pleinement. Voilà, je suis issu de l'immigration maghrébine. J'ai entre guillemets réussi socialement grâce à l'ascenseur social de la République qui a pu fonctionner pour moi. Ça n'a pas été simple, donc je pense que beaucoup d'habitants de cette circonscription peuvent se reconnaître en moi et en notre parti politique. Très bien. Alors Benjamin, est-ce que vous pourriez nous présenter un peu votre programme, quelques deux temps forts que vous souhaiteriez mettre en avant, qui sort un petit peu du lot, qui fait un petit peu votre spécificité à vous, aussi bien en tant que parti que vous représentez, à savoir la France qui ose? Alors nous, ce qu'on aimerait, c'est réellement travailler sur les inégalités, travailler sur cette France de la périphérie. Aujourd'hui, ce qui différencie Ramayad des autres partis politiques, c'est qu'on veut vraiment, nous, travailler avec cette France oubliée, donc la France des banlieues, mais aussi la France des campagnes. C'est travailler sur l'éducation, travailler sur l'entrepreneuriat privé, faire en sorte que des gens qui n'ont pas de travail aujourd'hui puissent être des acteurs de cette économie en créant leur propre entreprise. On souhaiterait faire une proposition de loi en proposant un crédit de 20 000 euros pour chaque personne qui actuellement cherche un emploi et qui veut créer son propre emploi. On veut mettre accent sur l'éducation, l'instruction. Aujourd'hui, on est en région parisienne très proche d'un gros bassin de vie où il y a beaucoup d'emplois et malgré tout, dans le 93, il y a énormément de chômage. Voilà, c'est travailler là-dessus, travailler sur l'ascenseur social qui est en panne depuis pas mal de décennies pour nous issus de ces minorités. Alors Benjamin, une dernière question. Pourquoi faut-il voter Benjamin Laoussine Jawani pour ces législatives le 11 juin prochain, c'est-à-dire dimanche prochain, dans la 8e circonscription de Seine-Saint-Denis? Écoutez, notre parti, c'est la France qui ose. Moi, je demande aux gens d'oser donner les clés de ce pouvoir législatif à quelqu'un qui est issu de cette diversité, quelqu'un qui a aujourd'hui un travail. Donc moi, je ne fais pas ça pour briller socialement, absolument pas. Moi, je tiens à garder également mon travail. Donc voilà, je leur propose d'oser faire appel à des gens de la société civile, car aujourd'hui, je crois que je suis l'un des rares à être issu de la société civile, à travailler dans la circonscription. Voilà, donc moi aujourd'hui, mon petit bonhomme de chemin, je le fais dans l'établissement que je dirige, avec les associations depuis pas mal de temps, et si les gens souhaitent un réel changement, car les problématiques, on les a entendues, car on a, ne serait-ce que ce qui était vraiment touchant, c'était les musulmans de Gagny, on a passé la soirée avec eux, et je vous assure que c'est édifiant, la situation et le traitement qu'ont certaines communautés en Ile-de-France. Voilà, donc ce que je veux leur dire, c'est élisez quelqu'un qui vous ressemble et qui a souffert comme vous et qui connaît vos problèmes. Bonne chance à vous en tout cas, et merci d'avoir répondu à nos questions, Benjamin Laoussine Jawani, représentant, candidat pour la France qui ose, parti de Ramayad, dans la 8e circonscription de Seine-Saint-Denis. C'est laquelle? C'est Rosny-sous-Bois? C'est quelle autre ville? Alors Rosny-sous-Bois, Gagny et Villemomble. Gagny et Villemomble, très bien. Merci beaucoup, bonne soirée, bonne chance pour le 11 juin. Je vous en prie. Merci Christophe, bonne soirée. Au revoir. Voilà pour ces candidatures. Demain, nous allons voyager autre candidat. Demain, nous serons avec Hassan Boukhalifa, qui est lui candidat pour la majorité présidentielle, donc dans la première circonscription du Gard, du côté de Nîmes par là. Voilà, 01 40 33 9000 pour vos appels bien sûr dans cette émission, puisque jamais vous avez la parole avec nous. Karim, bonsoir. Bonsoir, bon ramadan à tout le monde. Bonsoir monsieur Karim.
Bonsoir, monsieur Christophe. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je salue aussi, il y a le directeur de la radio et Jean-Marc, je crois. Hein. Tout à fait. Ok, bonsoir monsieur. Bonsoir à tous les trois. Moi, je voudrais juste dire 2 mots et après, j'écouterai votre réponse. Moi, simplement, moi, je vais pas revenir sur le problème. Attendez, je pense qu'il y a un petit problème. Voilà, c'est bon, allez-y. Alors, moi, je ne veux pas revenir sur le problème palestinien parce que, je suis pas un expert, mais 2, je pense que depuis 70 ans, tout a été dit ainsi que son contraire. Moi, je reste ma conviction, c'est qu'on ne réglera jamais le problème palestinien. Pourquoi? Parce que la Palestine est en état de demande et quand on tend la main, on est beaucoup moins fort que quand on tend le poing. Donc, la Palestine, tant que les pays arabes seront des pays quémandeurs de paix, vous savez, il y a un écrivain célèbre, je sais plus c'est lequel, qui disait demander la victoire sans se battre, c'est mal élevé. Et je pense que les pays arabes sont des pays mal élevés. Ils veulent que ce soit les autres qui créent l'État palestinien, alors que eux-mêmes ils veulent pas le créer et ils veulent même pas créer le bonheur de leur propre peuple. Donc je vois pas comment ils pourraient demain créer l'État palestinien. S'ils avaient été dans les années 70 un vrai peuple et qu'ils avaient continué en 74 sur l'embargo du pétrole et tout, on n'en serait peut-être pas là aujourd'hui. Mais moi je veux simplement rajouter une petite chose. Moi je crois que l'Arabie Saoudite est une véritable métastase. Elle nuit au monde arabe, elle nuit à l'islam. Et quand je vois les milliards qu'elle a décidé de donner à Trump, des armes, ça sera uniquement pour répandre le sang musulman. Ça sera pas pour aller aider les Ouïghours ou les pauvres gens du Bangladesh ou du Pakistan. Ça sera uniquement pour répandre le sang palestinien, arabe et musulman en général. Et je vais vous rajouter une petite chose, moi. L'Arabie Saoudite, c'est un pays. Moi, j'entends sur d'autres radios les gens qui appellent à aller à la Mecque, Moi, je dis n'allez pas à la Mecque, parce que quand vous allez à la Mecque, indirectement, vous cautionnez non seulement le wahhabisme, mais vous cautionnez l'assassinat du peuple musulman et du peuple arabe en général. Parce que moi, je vais vous dire, moi, j'en parlais avec mon frère hier sur Viber, il me disait, il y a 1 ou 2 ans, je crois que l'Algérie n'avait pas voulu reconnaître que le Hezbollah était un gouvernement, une organisation terroriste. Et ben pendant 2 ans, l'Algérie a été privée de visa et pendant 2 ans, les Algériens n'ont pas pu aller à la Mecque. Parce que c'est avec ça qu'ils tiennent le monde arabe. C'est avec ça. Donc, il faut leur retirer la Mecque, faire comme il a dit, comme disent les Iraniens, il faut que la Mecque devienne une entité gérée par une gouvernance tournante et gérée par les musulmans et uniquement dans le bonheur, dans le but d'aider les musulmans à travers le monde. Ici une école, ici une université, ici un hôpital. Je veux dire, si vous permettez. Et une dernière chose, il y a des guerres dans les pays musulmans. Moi, je vois, par exemple, le génocide au Yémen. Personne n'en parle. Ça, c'est sûr que je viens d'en parler. Je viens d'en parler. Tous les jours, on manifesterait. Mais là, ça fait 2 ans que je dis bien des Arabes, des musulmans sont en train d'exterminer un autre peuple. J'ai pas vu une seule manifestation devant l'ambassade d'Arabie Saoudite, que ce soit en Occident, en Afrique ou en Asie. Je prends un autre exemple, la guerre de Somalie. Comme ce sont des musulmans, ça fait 17 ans qu'ils crèvent dans la guerre. Les Ouïghours, comment ça s'appelle, si je peux me permettre, monsieur. Mais les musulmans n'ont toujours pas compris que c'est à eux de régler leur problème. C'est pas à l'ONU, c'est pas aux autres. Les autres, ils s'en foutent. Vous n'êtes pas chrétien, vous n'êtes pas juif, oui, allô, vous comptez pas. C'est clair. 2 minutes. Pas un pays développé. Si on peut se permettre de dire une chose, concernant, vous avez parlé du fait de dire de ne plus aller accomplir le pèlerinage. Je pense que c'est très délicat parce que c'est un pilier de l'islam. C'est une manière aussi de leur donner, raison. C'est une manière aussi. Comment ça, ne pas y aller. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont les détenteurs, qui sont les seuls et c'est les légitimés. Donc, non, monsieur, c'est un pilier religieux. Il n'est pas fondamental, mais il fait partie des 5 piliers. Donc, il est. Oui, mais on peut ne pas le faire pendant un an, par exemple. Mais moi, je peux vous dire, c'est très délicat. C'est quelque chose de très très délicat et qu'il faut bien réfléchir dessus, parce que on va pas changer, dévoyer sa religion au prétexte d'État voyou. Alors comment on fait alors? Voilà. Comment on fait? Comment plus financer le terrorisme saoudien? Comment on fait? Comment on fait? Commençons par le pétrole. Achetons tous des voitures électriques. Achetons des voitures électriques. Ouais. Voilà. Je vous dis, dans l'Arabie Saoudite, c'est une métastase. Non mais je suis d'accord avec vous. C'est un cancer.
Non, mais il faut prendre conscience que non, c'est mais un attendez, cancer. c'est pas l'Arabie Saoudite, c'est les gens qui dirigent l'Arabie Saoudite. Actuellement, Oui, je m'entends, bien sûr, c'est le régime. Voilà, c'est le régime. Justement, bien sûr, oui. parce que il y a beaucoup de gens dans la population qui ne sont pas d'accord avec ce régime. Ah non, mais quand je parle du régime, moi je parle pas des 22 millions de Jean-Marc, Saoudiens, hein. là, Ça va de soi. Là, tu prêches des convaincus, là, je veux dire, on sait très bien ça, y a pas de problème. Mais il faut quand même toujours le repréciser que non, c'est pas les besoin, Saoudiens. des imbéciles. Parce que, non, si, Non, quand mais même, si, parce que quand on voit un Saoudien en France, on l'insulte. Alors, faut arrêter 2 minutes l'hypocrisie, d'accord? Toujours, on dit ça dépend lequel. Non, mais toujours, Ça non, dépend lequel. n'importe quel Saoudien, on dit c'est des chiens, c'est ceci, c'est cela. Je connais, Non, je suis très mais bien non. placé, j'en travaille Non, c'est avec. les dirigeants, D'accord? Jean-Marc, c'est les Oui, mais dirigeants. justement, les gens font l'amalgame. Donc, il est important de toujours rappeler les choses, Non, cher monsieur d'accord, Christophe. mais Dans le c'est business, pas le on parle pauvre toujours peuple, mal ça, des c'est sûr, Saoudiens moi, qui je ont suis rien d'accord à voir avec avec toi le là-dessus. régime. Oui, mais D'accord? On dit que les Saoudiens, c'est pas des gens bien, que peu importe qu'ils soient du régime ou pas. Donc, à un moment donné, il faut remettre les choses à leur contexte. Bon. Alors, eh bien, Non, mais écoutez, Jean-Marc, Karim, écoute, je peux la te réflexion est permettre de sur la dire quelque table. chose Oui, vas-y. Je suis tout à fait d'accord avec toi quand tu dis ça, mais moi, dans mon esprit, c'était clair. C'est comme quand je parle des Arabes, je parle bien des régimes arabes. Bien moi, sûr. par exemple, il y a un mec que je peux pas supporter, c'est le dirigeant égyptien. Et quand je dis l'Égypte, je parle de lui. Bien Je sûr. parle pas des 100 millions d'Égyptiens qui souffrent. non, mais je parlais pas de vous. Je disais que c'est important de le préciser pour les auditeurs. Mais je vais vous dire une citation d'un écrivain arabe, mais Pour aujourd'hui, finir. je sais pas, j'arrive pas à retenir les noms. Ouais. Il dit, alors on lui a posé la question, on lui a dit, mais pourquoi il y a quand même 250 millions d'Arabes, 1,5 milliard de musulmans, comment ça se fait que ça compte moi je sais pas, ils ont moins de poids que la Belgique, par exemple, sur le plan économique et sur le plan international. Et le mec, il a dit, c'est simple, un sac vide, ça tient pas debout. C'est clair. Quand Merci, le sac Karim. sera rempli Merci. de démocratie, sera rempli de liberté, sera rempli de culture, eh ben vous verrez qu'ils compteront. À très bientôt, Karim. Merci beaucoup, Sarah. Merci Soleil, Karim, pour ce au soir. plaisir, bon appétit. Bon, alors restez avec nous sur France Maghreb 2. Dans un instant, on va parler avec Tarek Pami justement de cette rupture qui pourrait avoir des conséquences absolument dramatiques dans cette région entre le Qatar qui se retrouve donc isolé, rupture de terrestre, maritime, accord d'échange avec l'Arabie Saoudite, avec le Yémen, avec l'Égypte, avec les Émirats Arabes Unis, avec le Maldives, avec la Libye. Voilà où on est aujourd'hui. Le Qatar qui a évidemment réagi de manière assez catégorique sur cette fronde qui lui est menée et cette tentative d'isolation, puisque le Qatar finalement on lui reproche d'entretenir des bonnes relations avec l'Iran, tout simplement. On en reparle avec Tarek Pami en long et en large. Bien sûr, vos appels au 01 40 33 9000 jusqu'à 19h. C'est parti pour le Grand Forum. Le Grand Forum sur France Maghreb 2. Merci d'être avec nous jusqu'à 19h avec vos appels au 01 40 33 9000, bien sûr, pour nous joindre et pour échanger avec nous, parler de cette actualité, répondre à la question du jour aujourd'hui qui est la suivante. Comment eh bien, comprenez-vous cette phrase de Macron, s'agit-il, à propos des Comoriens bien sûr, s'agit-il d'une bourde ou d'un propos raciste? Vous répondez à cette question donc sur la page Facebook France Maghreb 2. N'hésitez pas, on se fait l'écho de vos commentaires bien sûr qui sont très nombreux. Tiens, alors justement, tiens, Mohamed qui nous dit, pardon Jean-Marc, que le bon Dieu leur donne de quoi finir leur jour. Voilà. C'est con de la planète, je sais pas quoi. Bon bref, d'accord. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Yasmine qui nous dit les deux, plus de mépris pour la vie humaine d'autrui, un sous-homme. Puis une blague lourde, c'est ce que nous dit donc cet auditeur. Arrêtez de vouloir que tout soit parfait. Et puis également Moussa qui nous dit c'est pas l'important sérieux concernant cette petite phrase. Et puis Mustapha qui nous dit Salem c'est du racisme spontané, ça ne changera jamais chez les hommes politiques. Pour Moussa. Et puis bah il y en a encore pas mal, donc allez-y, continuez à nous donner vos impressions, vos avis, vos idées sur cette question du jour sur la page Facebook France Maghreb 2. Dites donc, vous savez quoi, on est le 10e jour de Ramadan aujourd'hui hein. Oui, c'est un exploit Christophe, pour toi. Un tiers. Parle pour toi, il est fou celui-là. Non mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Monsieur Zébulus, qu'est-ce qu'il y a? Pardon, on peut parler de choses sérieuses là, oui, Christophe, voilà, on là. parle de choses sérieuses. Parce que ta vie n'intéresse pas beaucoup les éditeurs. Ouais. Concernant le Yémen, c'est quand même important pour une fois qu'on peut en parler. Il faut dire qu'actuellement, l'action contre la faim, handicap international, Médecins du Monde, première urgence internationale, solidarité internationale et CAR évoquent tous l'une des plus graves crises humanitaires au monde.
Donc ce conflit qui est à l'origine tribal, puis régional, aujourd'hui, va créer l'une des plus grandes, les plus graves crises humanitaires au monde. Et je pense qu'on ne cessera de le dire, mais il faut pas arrêter de le répéter parce que là, ça va engranger quelque chose de beaucoup plus dramatique avec tout ce qui se prépare actuellement, avec les désaccords entre l'Arabie Saoudite et le Qatar. Alors, on va accueillir Mourad qui nous appelle de Roubaix dans le Nord. Salut Mourad. Bonjour, salam alaikum. Bonjour à vous, bienvenue à vous. On vous écoute Mourad. J'aimerais en fait apporter ma contribution dans la réflexion que vous menez concernant la situation du Qatar et de l'Arabie Saoudite. Oui, Mourad. Voilà. La première d'abord conviction que j'ai, c'est que le Qatar et l'Arabie Saoudite ont joué avec le feu, j'allais presque dire avec le feu sacré. C'est-à-dire qu'ils ont utilisé la religion pour des raisons purement stratégiques dans la région. Bien sûr. Ça, c'est un premier constat. Le deuxième constat, si on revient sur l'Arabie Saoudite, il ne faut pas oublier que l'Arabie Saoudite a signé un pacte depuis Roosevelt, je crois, qui, en vertu duquel l'Arabie Saoudite vend son pétrole à un tarif plus que préférentiel, et en contrepartie, ils ont droit à la sécurité. Protection des États-Unis. Pour un régime qui est le représentant le représentant des lieux saints. Enfin, donc, pas le représentant. Ils détiennent le lieu saint, mais ils sont pas représentants. Non, mais ils tiennent les lieux saints, tout à fait. Mais ils sont pas représentants. Ils ont toujours eu besoin de la sécurité américaine si le régime saoudien. Tout à fait. Et vous avez tout à fait raison de distinguer le peuple saoudien, qui est musulman, et le régime. Si le régime saoudien, tient encore aujourd'hui, c'est qu'il a été soutenu, pour ma part, excuse-moi l'expression, non pas par Dieu, mais par le régime américain. Et il faut savoir que la politique étrangère saoudienne s'aligne, mais de manière aveugle, sur la ligne conductrice des Américains. Et ce qui me choque, c'est que aujourd'hui vous parliez des peuples opprimés parce que musulmans, les Birmans, l'Arabie Saoudite a les moyens de défendre les musulmans de Birmanie. On n'en a pas entendu parler. L'Arabie Saoudite est là en train de bombarder le Yémen parce que pour des raisons stratégiques. Elle a allumé le feu avec le Qatar dans les régions syriennes et irakiennes pour des raisons stratégiques. Aujourd'hui, pour des raisons encore stratégiques, elle s'offusque parce que le Qatar ne veut pas être en rupture diplomatique avec l'Iran comme l'Algérie. L'Algérie a une diplomatie indépendante et à ce titre-là, elle n'a pas à se faire commander sa politique étrangère par un pays quel qu'il soit, aussi puissant soit-il. Et là aujourd'hui, on lui reproche ça. L'Arabie Saoudite devrait se démener pour faire en sorte à ce que le peuple musulman dans le monde, où vous tourniez votre regard, le peuple est opprimé ou vit dans une misère. C'est sûr, mais... Et aujourd'hui, l'Arabie Saoudite se manifeste parce que les raisons stratégiques, sa sécurité, pas du peuple, mais la sécurité du régime est en danger. Oui, bien sûr. Une dernière précision, vous parliez de l'indépendance énergétique. Ça, c'est une chose. La bonne nouvelle, les Américains sont quasiment indépendants sur le plan énergétique grâce au gaz de schiste. Et il faut savoir qu'ils peuvent aujourd'hui se délier du régime saoudien, mais sans aucun problème, dans la mesure où l'énergie maintenant, les Américains sont quasiment autosuffisants grâce au gaz de schiste qu'ils produisent eux-mêmes, avec des conséquences environnementaux que l'on peut connaître. Très grave, il y a des oppositions. Énormément l'Arabie Saoudite. Tout à fait. Mais ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut retenir essentiellement, c'est que nous avons une guerre idéologique entre chiites et sunnites, notamment sur la légitimité du pouvoir des personnes en place. Khomeini et eux ont toujours fait une certaine guerre. Khomeini leur a promis de marcher tôt ou tard sur la Mecque. Donc on a cette idéologie qui démarre depuis l'histoire du califat et tout, etc. Ce qui est très compliqué, très complexe. Oui, c'est plus qu'une guerre de 100 ans, mais c'est une guerre d'idéologie. Et non pas une guerre de peuple. Bien sûr, c'est une guerre idéologique. Moi, je suis musulman sunnite, mais que celui qui dise la ilaha illallah Muhammad Rasulullah est musulman. Bien sûr. Et je ne vais pas m'attaquer à quiconque parce qu'il y a une tolérance qui nous est imposée en tant que musulmans. Bien sûr. Bien sûr. Merci Mourad. Bien sûr Mourad. Merci de m'avoir ouvert votre antenne et bonne continuation. N'hésitez pas de nous rappeler Mourad, vous nous appelez de Roubaix, vous faites comment pour nous écouter là-bas? Écoutez par la Wi-Fi tout simplement. Écoutez, j'écoute par la Wi-Fi
donc vos émissions. Il y a d'autres radios qui s'en apparentent. Je ne sais pas si vous connaissez vous avez une radio jumelle, si j'ose dire. C'est la radio Pastel FM sur Roubaix. Ah, Pastel FM, une radio qui, oui, vous devriez vous y intéresser. Il y a 3 radios en France que j'ai repérées, je vous assure. C'est quoi, vous avez les mêmes thématiques, avec les mêmes envies d'ouvrir le champ culturel et cultuel des personnes venant de la diversité musulmane ou autre. C'est Radio Pastel à Roubaix, Radio Gazelle à Marseille, on connaît Gazelle. France Maghreb 2. Je vous assure, c'est étonnant et c'est très bien. C'est qu'aujourd'hui on a une intelligence qu'il faut déverser, qu'il faut proposer. Ne laissons pas le champ, parce que la nature a horreur du vide. Ne laissons pas le champ intellectuel à des pseudo-intellectuels, à des pseudo-représentants de je ne sais trop qui. Il faut impérativement que vous nous proposiez ces gens à qui vous donnez l'antenne pendant le Ramadan et qui nous éclairent sur l'islam. Et je voudrais d'ailleurs à ce titre-là, en cette période de Ramadan, adresser encore un hommage. Je ne sais pas si vous l'avez connu, mais je pense qu'il est assez connu en Algérie en tous les cas, mais en France. En tous les cas, il m'a vraiment appris énormément en termes de religion. C'est Malek Chebel qui nous a quittés cette année et qui a énormément apporté, qui m'a énormément apporté au travers de ses ouvrages. Il a pour anecdote, traduit le Coran avec un fascicule explicatif. Donc, Allah yarhamou, il nous a quitté cette année, mais il nous a laissé une série d'ouvrages que je propose aux auditeurs d'écouter ou de lire, parce que c'est ce qui nous permet de comprendre l'essence même de l'islam et ne pas se laisser embarquer dans des oppositions idéologiques qui nous éloignent de l'essence de la foi. Merci Mourad, merci beaucoup. Mourad. Bonne soirée, à bientôt. Du côté de Roubaix. Bon, c'est bien. Les auditeurs des 4 coins de la France. 01 40 33 9000 pour nous appeler, bien sûr, pour échanger avec nous donner votre avis qui nous intéresse, bien sûr, sur France Maghreb 2 tous les jours dans cette émission. Sur France Maghreb 2, si on peut continuer encore sur le Yémen, l'ONU estime aujourd'hui qu'il y a eu déjà plus de 7000 morts et plus de 40 000 blessés. Principalement des civils. Donc ça nous laisse voir l'ampleur de la tragédie et voilà, tout simplement. Effectivement, le Yémen, on en parle, il faut en parler, il faut le faire savoir. Les médias français, en tout cas, eux n'en parlent pas, ne connaissent même pas ce que c'est que le Yémen sur la carte, je pense. Voilà, c'est dramatique, mais bon. 01 40 33 9000 pour nous appeler, bien sûr. On est en plein mois du Ramadan, le grand forum, avec tous les jours. Tiens, je vous donne un petit peu le programme de cette semaine. Il est sympa, le programme de cette semaine. Demain, nous aurons Badr Belamine, nous aurons Hossein Ras, et nous aurons un petit nouveau aussi, Boubaker. Mercredi, tiens, Zébélus revient. Avec une invitée. Décidément, je sais pas ce que t'as fait au programmateur de l'émission. Faudra m'augmenter, Christophe. Oui, d'accord. Parce que je suis présent plus souvent, donc il faudra qu'on discute d'augmentation. C'est pas avec moi qu'il faut voir ça. Nadia Lazouni aussi sera de la partie. Et Hicham Terak, enfin s'il ne fait pas le coup de la pomme de l'essence. Non, il est fichier E. Ah oui, fichier E lui, c'est clair. Oui. Et puis on aura 2 invités d'ailleurs, puisqu'on aura le collectif Ahmed pour nous parler des Rohingyas qui organisent un iftar ce vendredi prochain pour parler des Rohingyas. Et puis on aura une autre invitée aussi, Jean-Marc, ce mercredi. C'est Madame Mégane Monatus qui fait des modèles, qui fait de la haute couture, du prêt-à-porter pour les petites tailles, mais vraiment petites tailles, voilà. Ah d'accord. Tiens, j'en connais une petite taille à la radio. Oui. Monsieur fait de l'humour. Non, pas du tout. Jeudi, Hakim Ral et Amina Kalash. Et vendredi, Tarek Mami qui sera avec nous donc pour clôturer cette semaine de ce grand forum avec des invités aussi qui devraient passer par nos micros cette semaine. Moussa, vous vous souvenez de Moussa, celui qui avait été qui avait fait de la prison du côté de la Birmanie. Oui, de la Birmanie, tout à fait. Pas de la Birmanie, pardon. Sri Lanka. Mais pas du tout. C'est le Bangladesh, monsieur. Bangladesh, pardon, c'est à côté. Je dis des conneries, personne Bangladesh. Franchement, vous êtes tous dans mon état. 01 40 33 9. Non, mais il faut assumer ses conneries. Moussa, on te laisse t'enfoncer tout seul. avec nous, donc cette semaine, il viendra nous rendre une petite visite, bien sûr, sur France Maghreb 2 dans cette émission du Grand Forum. Sinon, 01 40 33 9, vous avez envie de dire un truc, c'est maintenant que ça se passe. Vous voulez parler, nous dire ce que vous voulez d'ailleurs dans cette émission, comme chaque fois. 01 40 33 9000, que vous soyez de Paris, de Marseille, de Dijon, de Clermont-Ferrand, de Reims, d'Orléans, vous étiez hier soir
mon cher Jean-Marc, à la mosquée de Orléans Sud, tout à fait, tout à fait, c'est Orléans Sud, et nous avons passé un très très bon moment puisque nous avons un petit peu eu des enfants qui ont psalmodié le Coran, qui ont discuté, qui ont parlé comment ils vivaient ce Ramadan. Et ce qui était très intéressant, c'est que ces enfants parlaient tout à fait naturellement, et on les a vus, on a discuté avec eux même en off. Il n'y avait pas les parents qui disaient qu'il faut le faire. Ils le faisaient de façon très naturelle. Et puis il y a une espèce dans cette mosquée, il y a un désir de toujours laisser une certaine liberté aux enfants, mais surtout de leur communiquer un islam des lumières, un islam vivant. Et donc quand on discute avec la plupart des gens de la mosquée, on voit qu'ils sont quasiment tous en phase, avec beaucoup de tolérance. Ils ont aussi fait très attention à ce qu'il y ait toujours un discours interreligieux, notamment quand nous étions allés à la foire justement de l'association, la rencontre annuelle d'association. Il y avait eu un débat organisé avec l'évêque d'Orléans, Ben Chirk, et puis Monsieur Tarek Mami, et encore une autre personne qui représente le CCIF, je crois. Oui, Marwan Mohamed. Donc ils sont toujours dans cette ouverture, ce discours interreligieux et cette tolérance, notamment les précautions qu'ils prenaient à la sortie de la mosquée pour les différents pèlerins et tout, etc. Je trouve ça très intéressant, et le président aussi a une très bonne, a de bonnes ambitions, veut faire de bonnes choses, et je leur souhaite beaucoup de réussite, parce qu'en ce moment ils sont en train aussi de vouloir faire une école à côté de la mosquée, et ils ont 500 inscrits, et ils ont plus de 700 demandes. Donc ils vont s'agrandir pour justement permettre aux gens d'avoir l'accès à l'écriture, à la langue, au parler arabe, et notamment aussi le Coran. Allez, si vous voulez engueuler Zébélus, c'est maintenant que ça se passe. 01 40 33 9000 dans le cadre d'un petit Libertad là qu'on improvise comme ça. 01 40 33 9000 si vous voulez nous appeler pour nous dire ce que vous voulez, que vous appeliez de Paris, de Marseille, Dijon, Clermont-Ferrand, Metz, Reims, Orléans, Amiens, Le Havre ou partout ailleurs dans le monde. 0033 1 40 33 9000, numéro gratuit non surtaxé pour appeler et pour passer dans cette émission en toute libertad, dans cette émission du Grand Forum. Qu'est-ce qu'il y a, Jean-Marc? Christophe, ce qu'il faut signaler, c'est que les Comores, c'est une ancienne colonie française. Oui. Jusqu'en 1946. Oui. C'était un pays, un département français. Et alors? Bah oui, quand même. C'était français. Aujourd'hui, ils sont plus français. Tu veux dire pas qu'on l'a oublié? Bah oui, ils sont indépendants. La situation qu'ils vivent actuellement, certainement la colonisation est passée par là. Donc je pense que c'est vraiment une très très grande maladresse. Très grande maladresse, en tout cas, qui risque d'empoisonner un petit moment d'ailleurs Emmanuel Macron. Ça nous rappelle l'histoire de comment ça s'appelle, la Guyane comme étant une île. Oui, bien sûr, la Guyane étant une île. Oui. Il en a fait quand même pas mal des petites bornes de Macron, hein. Oui, sous son air de premier de la classe, hein. Ben oui, mais on peut pas tout connaître, hein. Bah ouais, non, mais des fois il faut mieux se taire, des fois, hein. Ouais. Chose que vous avez un peu de mal, vous. Mais ça fait le buzz quand on parle. Ah parfois. Oui, ça fait le buzz. Bon, 01, on est dans la société de buzz de toute façon aujourd'hui. 01 40 33 9000. Si vous voulez parler, dire un truc intéressant, c'est maintenant que ça se passe. Libertad 01 40 33 9000 pour nous dire un petit peu comment ça se passe votre Ramadan. Et je voudrais dire aussi que faut aussi rendre hommage à toutes ces mosquées, notamment celle aussi d'Orléans, qui chaque soir sert 120 repas. Donc faut aussi rendre hommage à ces mosquées justement, qui permettent aux gens de Oftor d'avoir de quoi manger, permettent de partager un repas entre différentes personnes. Je pense que ça aussi c'est important. Et aussi je voudrais soulever aussi un deuxième sujet où on parle beaucoup des gens qui meurent en hiver, des SDF en hiver. Mais il faut savoir qu'en été, il y en a plus qui meurent. Mais on n'en parle pas. Ça, c'est vrai. Et on n'en parle pas. Il faut avoir aussi une pensée pour ces gens, parce qu'ils sont plus nombreux à mourir qu'en été qu'en hiver. Effectivement. Et bien qu'on pense l'inverse. 01 40 33 9000, bien sûr, si vous voulez nous rejoindre sur France.fr 2. Je rappelle que dans quelques minutes, vous allez retrouver l'ami Samir Abslam pour l'émission Parler Islam, 10e émission pour ce 10e jour de Ramadan. Ça y est, on a fait un tiers de ce mois sacré du Ramadan, puisque les 10 premiers jours, on parle de décades, donc sont terminés, ou presque en tout cas, ce soir. Et ensuite, on entame une deuxième phase, puis la troisième phase
de ce mois sacré du Ramadan. Mais j'ai pu constater que t'as un peu maigri, Christophe. Qu'est-ce qui se passe? Pas du tout, mais alors pas du tout. Non, t'as pas maigri? Non, je suis juste un peu fatigué. Tu fais du sport, c'est tout. Fatigué de vous supporter au quotidien, mais ça va. Ouais. Mais t'en demandes encore. Hein. Ah, pas du tout, non, je suis fatigué là. Si je pouvais prendre des vacances, ça m'arrangerait bien d'ailleurs. Mais pourtant, t'es arrivé beau gosse, tu t'es rasé de près. Les auditeurs ont absolument rien à faire t'es vraiment beau gosse, hein. Comment je suis habillé. Ça te va bien le Ramadan. Oui. Si. Les auditeurs sont ils me demandent les auditeurs. Ils me demandent les auditeurs, t'inquiète pas. Oui. D'accord. 01 40 33 9000. Donc, si vous voulez savoir, il n'y a pas de problème. Savoir comment est habillé Jean-Marc. Franchement, voilà. C'est très... Mais sur Facebook. Oui, voilà, sur Facebook. Steve Zebelus, il s'appelle sur Facebook d'ailleurs. Hein, c'est un mec qui n'assume même pas son prénom, il change de prénom sur Facebook. Non, j'ai pas changé de prénom, c'est une certaine époque, c'était mon nom d'artiste. Donc, c'est resté. J'ai beaucoup de gens qui me connaissent comme ça. Qui me connaissent pas comme étant Jean-Marc. Voilà. Moi, c'est Christophe Rowe, aussi bien à la radio que sur Facebook, tu vois. Ouais. Moi, je trompe pas les gens. Ouais, tu trompes pas les gens, mais t'es pas sur Facebook et t'es un sous-marin sur Facebook. Je suis sur Facebook. Tu commentes mes trucs, mais on n'est pas amis. C'est bizarre tout ça. Qu'est-ce qu'il y a, Sophia, ça va? Pourquoi, Sophia? Bonjour tout le monde. Bonjour Sophia, ça va? Vous entendez, sérieusement? On dirait mes deux vieilles chippies en train de se crêper le chignon. Parle pour toi, pour la chippie, non mais alors? Bah écoute-toi. Moi ça va j'ai pas gardé le même nom. Allez, bah oui. bonne fin de journée tout le monde et bon courage. Bon appétit Sophia ce soir. Sarhaftolek, tu vas manger quoi ce soir? C'est une très bonne question. Tu ne sais pas, très bien. Bon, bon appétit quand même, Sarhaftolek. Je te remercie. Bon, Jean-Marc, tu vas manger quoi toi? Moi, qu'est-ce que je vais manger ce soir? Je sais jamais ce que je vais manger. Ce qui est sûr, c'est qu'il va y avoir du lait, il va y avoir des dattes, une bonne soupe. Ça, c'est sûr, c'est clair, c'est net. Et puis après, on verra. Mais je prévois pas à l'avance ce que je vais manger. C'est pas un souci de manger. Je suis pas impatient de manger. Allez, on prend un dernier appel avant de terminer. 01 40 33 9000 et raccroché le monsieur. Tu vois, il est très énervé le monsieur. Bon, alors je voudrais faire un petit coup de cœur si tu permets, Christophe. Vas-y, je t'en prie. Parce que hier, il m'a été offert un livre que j'avais lu il y a très longtemps sur la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Qui est écrit par Étienne Diné, qui est converti à l'islam, et Slimane Ben Ibrahim. Il est en français, il y a une nouvelle édition. Et puis j'ai commencé à le relire. C'est vrai que c'est sur la préface, il est dit que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est l'homme qui eut pour mission, à l'instar des envoyés de Dieu avant lui, de guider l'humanité vers Dieu, en réformant la religion, en la débarrassant des carcans et des erreurs dont les hommes des communautés anciennes l'ont chargé. On n'a pas le côté, parce que j'ai lu pas mal de biographies sur la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Souvent, on a un côté toujours qui est très guerrier, mais là, cette biographie qui parle de sa vie est tout autre, développe un autre aspect, développe vraiment l'apport philosophique, idéologique, spirituel, religieux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a apporté au monde. Et j'invite les gens justement à essayer de lire aussi cette biographie qui est la vie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est une nouvelle édition revue et corrigée. Étienne Diné et Slimane Ben Ibrahim, édition Maison d'En-Nour. Merci Jean-Marc. C'est ainsi que se referme ce grand forum pour ce lundi. Bonne soirée à tous à l'écoute de votre radio France Maghreb 2. Sarhaf Tolkom à tous les auditeurs. Dans un instant, l'émission Parler Islam présentée ce soir par le professeur Samir Abslam sur France Maghreb 2. Salut Jean-Marc et à mercredi en ce qui te concerne. Merci, bon appétit à tous les auditeurs et auditrices et je vous dis à très très bientôt. Ciao. Le grand forum sur France Maghreb 2, merci d'être avec nous jusque 19h avec vos appels au 01 40 33 9000 bien sûr pour nous joindre et pour échanger avec nous, parler de cette actualité, répondre à la question du jour aujourd'hui qui est la suivante. Comment comprenez-vous cette phrase de Macron, s'agit-il à propos des Comoriens bien sûr, s'agit-il d'une bourde ou d'un propos raciste? Vous répondez à cette question donc sur la page Facebook France Maghreb 2. N'hésitez pas, on se fait l'écho de vos commentaires bien sûr qui sont très nombreux. Tiens, alors justement, Mohamed qui nous dit, pardon Jean-Marc, que le bon Dieu leur donne de quoi finir leur jour. Voilà. C'est con de la planète, je sais pas quoi. Bon bref, d'accord. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Yasmine qui nous dit les deux, plus de mépris pour la vie humaine d'autrui, un sous-homme. Puis une blague lourde, c'est ce que nous dit donc cet auditeur. Arrêtez de vouloir que tout soit parfait. Et puis également Moussa qui nous dit c'est pas l'important sérieux concernant cette petite phrase. Et puis
Mustapha qui nous dit Salem, c'est du racisme spontané, ça ne changera jamais chez les hommes politiques. Pour Moussa. Et puis il y en a encore pas mal, donc allez-y, continuez à nous donner vos impressions, vos avis, vos idées sur cette question du jour sur la page Facebook France Maghreb 2. Dites donc, vous savez quoi, on est le 10e jour de Ramadan aujourd'hui. Oui, c'est un exploit, Christophe, pour toi. Un tiers. Mais parle pour toi, il est fou celui-là. Non mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Monsieur Zébulus, qu'est-ce qu'il y a? Pardon, on peut parler de choses sérieuses là, oui, Christophe, voilà, on là. parle de choses sérieuses. Parce que ta vie n'intéresse pas beaucoup les éditeurs. Ouais. Concernant le Yémen, c'est quand même important pour une fois qu'on peut en parler. Il faut dire qu'actuellement, l'action contre la faim, handicap international, Médecins du Monde, première urgence internationale, solidarité internationale et CAR évoquent tous l'une des plus graves crises humanitaires au monde. Donc, ce conflit qui est à l'origine tribal, puis régional, aujourd'hui, va créer l'une des plus grandes, les plus graves crises humanitaires au monde. Et je pense qu'on ne cessera de le dire, mais il faut pas arrêter de le répéter parce que là, ça va engranger quelque chose de beaucoup plus dramatique avec tout ce qui se prépare actuellement avec les désaccords entre l'Arabie Saoudite et le Qatar. Alors, on va accueillir Mourad qui nous appelle de Roubaix dans le Nord. Salut Mourad. Bonjour, salam alaikum. Bonjour à vous, bienvenue à vous. On vous écoute Mourad. J'aimerais en fait apporter ma contribution dans la réflexion que vous menez concernant la situation du Qatar et de l'Arabie Saoudite. Oui, Mourad. Voilà. La première d'abord conviction que j'ai, c'est que le Qatar et l'Arabie Saoudite ont joué avec le feu, j'allais presque dire avec le feu sacré. C'est-à-dire qu'ils ont utilisé la religion pour des raisons purement stratégiques dans la région. Bien sûr. Ça, c'est un premier constat. Le deuxième constat, si on revient sur l'Arabie Saoudite, il ne faut pas oublier que l'Arabie Saoudite a signé un pacte depuis Roosevelt, je crois, qui, en vertu duquel l'Arabie Saoudite vend son pétrole à un tarif plus que préférentiel, et en contrepartie, ils ont droit à la sécurité. Protection des États-Unis. Pour un régime qui est le représentant le représentant des lieux saints. Enfin, donc, pas le représentant. Ils détiennent le lieu saint, mais ils sont pas représentants. Non, mais ils tiennent les lieux saints, tout à fait. Mais ils sont pas représentants. Ils ont toujours eu besoin de la sécurité américaine si le régime saoudien. Tout à fait. Et vous avez tout à fait raison de distinguer le peuple saoudien, qui est musulman et le régime. Si le régime saoudien, tient encore aujourd'hui, c'est qu'il a été soutenu, pour ma part, excuse-moi l'expression, non pas par Dieu, mais par le régime américain. Et il faut savoir que la politique étrangère saoudienne s'aligne, mais de manière aveugle, sur la ligne conductrice des Américains. Et ce qui me choque, c'est que aujourd'hui vous parliez des peuples opprimés parce que musulmans. Les Birmans, l'Arabie Saoudite a les moyens de défendre les musulmans de Birmanie. On n'en a pas entendu parler. L'Arabie Saoudite est là en train de bombarder le Yémen parce que pour des raisons stratégiques. Elle a allumé le feu avec le Qatar dans les régions syriennes et irakiennes pour des raisons stratégiques. Aujourd'hui, pour des raisons encore stratégiques, elle s'offusque parce que le Qatar ne veut pas être en rupture diplomatique avec l'Iran comme l'Algérie. L'Algérie a une diplomatie indépendante et à ce titre-là, elle n'a pas à se faire commander sa politique étrangère par un pays quel qu'il soit, aussi puissant soit-il. Et là aujourd'hui, on lui reproche ça. L'Arabie Saoudite devrait se démener pour faire en sorte à ce que le peuple musulman dans le monde, où vous tourniez votre regard, le peuple est opprimé ou vit dans une misère. C'est sûr, mais... Et aujourd'hui, l'Arabie Saoudite se manifeste parce que les raisons stratégiques, sa sécurité, pas du peuple, mais la sécurité du régime est en danger. Oui, bien sûr. Une dernière précision, vous parliez de l'indépendance énergétique. Ça, c'est une chose. La bonne nouvelle, les Américains sont quasiment indépendants sur le plan énergétique grâce au gaz de schiste. Et il faut savoir qu'ils peuvent aujourd'hui se délier du régime saoudien, mais sans aucun problème, dans la mesure où l'énergie maintenant, les Américains sont quasiment autosuffisants grâce au gaz de schiste qu'ils produisent eux-mêmes, avec des conséquences environnementaux que l'on peut connaître. Très grave, il y a des oppositions. Énormément l'Arabie Saoudite.
Tout à fait. Mais ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut retenir essentiellement, c'est que nous avons une guerre idéologique entre chiites et sunnites, notamment sur la légitimité du pouvoir des personnes en place. Khomeini et eux ont toujours fait une certaine guerre. Khomeini leur a promis de marcher tôt ou tard sur la Mecque. Donc on a cette idéologie qui démarre depuis l'histoire du califat et tout, etc. Ce qui est très compliqué, très complexe. Oui, c'est plus qu'une guerre de 100 ans, mais c'est une guerre idéologique et non pas une guerre de peuple. Bien sûr, c'est une guerre idéologique. Moi, je suis musulman sunnite, mais que celui qui dit la ilaha illallah Muhammad Rasulullah est musulman. Bien sûr. Et je ne vais pas m'attaquer à quiconque parce qu'il y a une tolérance qui nous est imposée en tant que musulmans. Bien sûr. Bien sûr. Merci Mourad. Bien sûr Mourad. Merci de m'avoir ouvert votre antenne et bonne continuation. N'hésitez pas de nous rappeler Mourad. Mourad, vous nous appelez de Roubaix, vous faites comment pour nous écouter là-bas? Bah écoutez, par la Wi-Fi tout simplement. Écoutez, j'écoute par la Wi-Fi donc vos émissions. Il y a d'autres radios qui s'en apparentent. Je ne sais pas si vous connaissez vous avez une radio jumelle, si j'ose dire. C'est la radio Pastel FM sur Roubaix. Ah, Pastel FM, une radio qui, oui, vous devriez vous y intéresser. Il y a 3 radios en France que j'ai repérées, je vous assure. C'est quoi, vous avez les mêmes thématiques, avec les mêmes envies d'ouvrir le champ culturel et cultuel des personnes venant de la diversité musulmane ou autre. C'est Radio Pastel à Roubaix, Radio Gazelle à Marseille, on connaît et Gazelle. France Maghreb je vous assure, c'est étonnant et c'est très bien. C'est qu'aujourd'hui on a une intelligence qu'il faut déverser, qu'il faut proposer. Ne laissons pas le champ, parce que la nature a horreur du vide. Ne laissons pas le champ intellectuel à des pseudo-intellectuels, à des pseudo-représentants de je ne sais trop qui. Il faut impérativement que vous nous proposiez ces gens à qui vous donnez l'antenne pendant le Ramadan et qui nous éclairent sur l'islam. Et je voudrais d'ailleurs à ce titre-là, en cette période de Ramadan, adresser encore un hommage. Je ne sais pas si vous l'avez connu, mais je pense qu'il est assez connu en Algérie en tous les cas, mais en France. En tous les cas, il m'a vraiment appris énormément en termes de religion. C'est Malek Chebel qui nous a quittés cette année et qui a énormément apporté, qui m'a énormément apporté au travers de ses ouvrages. Il a, pour anecdote, traduit le Coran avec un fascicule explicatif. Donc, Allah yarhamou, il nous a quittés cette année, mais il nous a laissé une série d'ouvrages que je propose aux auditeurs d'écouter ou de lire, parce que c'est ce qui nous permet de comprendre l'essence même de l'islam et ne pas se laisser embarquer dans des oppositions idéologiques qui nous éloignent de l'essence de la foi. Merci Mourad, merci beaucoup. Mourad. Bonne soirée, à bientôt. Du côté de Roubaix. Bon, c'est bien. Les auditeurs des 4 coins de la France. 01 40 33 9000 pour nous appeler, bien sûr, pour échanger avec nous, nous donner votre avis qui nous intéresse, bien sûr, sur France Maghreb 2 tous les jours dans cette émission. Sur France Maghreb 2, si on peut continuer encore sur le Yémen, l'ONU estime aujourd'hui qu'il y a eu déjà plus de 7000 morts et plus de 40 000 blessés. Principalement des civils. Donc ça nous laisse voir l'ampleur de la tragédie et voilà, tout simplement. Effectivement, le Yémen, on en parle, il faut en parler, il faut le faire savoir. Les médias français, en tout cas, eux n'en parlent pas, ne connaissent même pas ce que c'est que le Yémen sur la carte, je pense. Voilà, c'est dramatique, mais bon. 01 40 33 9000 pour nous appeler, bien sûr. On est en plein mois du Ramadan, le grand forum, avec tous les jours. Tiens, je vous donne un petit peu le programme de cette semaine. Il est sympa, le programme de cette semaine. Demain, nous aurons Badr Belamine, nous aurons Hossein Ras, et nous aurons un petit nouveau aussi, Boubaker. Mercredi, tiens, Zébélus revient. Avec une invitée. Décidément, je sais pas ce que t'as fait au programmateur de l'émission. Faudra m'augmenter, Christophe. Oui, d'accord. Parce que je suis présent plus souvent, donc il faudra qu'on discute d'augmentation. C'est pas avec moi qu'il faut voir ça. Nadia Lazouni aussi sera de la partie. Et Hicham Terak, enfin s'il ne fait pas le coup de la panne de l'essence. Non, il est fichier E. Ah oui, fichier E lui, c'est clair. Oui. Et puis on aura 2 invités d'ailleurs, puisqu'on aura le collectif Ahmed pour nous parler des Rohingyas qui organisent un iftar ce vendredi prochain pour parler des Rohingyas. Et puis on aura une autre invitée aussi, Jean-Marc, ce mercredi. C'est Madame Mégane Monatus qui fait des modèles, qui fait de la haute couture, du prêt-à-porter pour les petites tailles, mais vraiment petites tailles, voilà. Ah d'accord. Tiens, j'en connais une petite taille à la radio. Oui. Monsieur fait de l'humour. Non, pas du tout. Jeudi, Hakim Ral et Amina Kalash.
Et vendredi, Tarek Mami qui sera avec nous donc pour clôturer cette semaine de ce grand forum avec des invités aussi qui devraient passer par nos micros cette semaine. Moussa, vous vous souvenez de Moussa, celui qui avait été qui avait fait de la prison oui. Du côté de la Birmanie. Oui, de la Birmanie, tout à fait. Pas de la Birmanie, pardon. Sri Lanka. Mais pas du tout. C'est le Bangladesh, monsieur. Bangladesh, pardon, voilà. C'est à côté. Je dis des conneries, personne Bangladesh. Franchement, vous êtes tous dans mon état. 01 40 33 9. Non, mais il faut assumer ses conneries, hein. Moussa, on te laisse t'enfoncer tout seul. Il sera seul. avec nous, donc, cette semaine. Il viendra nous rendre une petite visite, bien sûr, sur France Maghreb 2 dans cette émission du Grand Forum. Sinon, 01 40 33 9, vous avez envie de dire un truc, c'est maintenant que ça se passe. Vous voulez parler, nous dire ce que vous voulez d'ailleurs dans cette émission, comme chaque fois. 01 40 33 9000, que vous soyez de Paris, de Marseille, de Dijon, de Clermont-Ferrand, de Reims, d'Orléans, où vous étiez hier soir, mon cher Jean-Marc, à la mosquée de Orléans Sud, ça s'appelle tout à fait, tout à fait, c'est Orléans Sud, et nous avons passé un très très bon moment puisque nous avons eu des enfants qui ont psalmodié le Coran, qui ont discuté, qui ont parlé comment ils vivaient ce Ramadan. Et ce qui était très intéressant, c'est que ces enfants parlaient tout à fait naturellement, et on les a vus, on a discuté avec eux même en off. Il n'y avait pas les parents qui disaient qu'il faut le faire. Ils le faisaient de façon très naturelle. Et puis il y a une espèce dans cette mosquée, il y a un désir de toujours laisser une certaine liberté aux enfants, mais surtout de leur communiquer un islam des lumières, un islam vivant. Et donc quand on discute avec la plupart des gens de la mosquée, on voit qu'ils sont quasiment tous en phase, avec beaucoup de tolérance. Ils ont aussi fait très attention à ce qu'il y ait toujours un discours interreligieux, notamment quand nous étions allés à la foire justement de l'association, la rencontre annuelle de l'association. Il y avait eu un débat organisé avec l'évêque d'Orléans, Ben Chirk, et puis Monsieur Tarek Mami, et encore une autre personne qui représente le CCIF, je crois. Oui, Marwan Mohamed. Donc ils sont toujours dans cette ouverture, ce discours interreligieux et cette tolérance, notamment les précautions qu'ils prenaient à la sortie de la mosquée pour les différents pèlerins et tout, etc. Je trouve ça très intéressant, et le président aussi a une très bonne, a de bonnes ambitions, veut faire de bonnes choses, et je leur souhaite beaucoup de réussite, parce qu'en ce moment ils sont en train aussi de vouloir faire une école à côté de la mosquée, et ils ont 500 inscrits, et ils ont plus de 700 demandes. Donc ils vont s'agrandir pour justement permettre aux gens d'avoir l'accès à l'écriture, à la langue, au parler arabe, et notamment aussi le Coran. Allez, si vous voulez engueuler Zébélus, c'est maintenant que ça se passe. 01 40 33 9000 dans le cadre d'un petit Libertad là qu'on improvise comme ça. 01 40 33 9000 si vous voulez nous appeler pour nous dire ce que vous voulez, que vous appeliez de Paris, de Marseille, Dijon, Clermont-Ferrand, Metz, Reims, Orléans, Amiens, Le Havre ou partout ailleurs dans le monde. 0033 1 40 33 9000, numéro gratuit non surtaxé pour appeler et pour passer dans cette émission en toute libertad, dans cette émission du Grand Forum. Qu'est-ce qu'il y a, Jean-Marc? Christophe, ce qu'il faut signaler, c'est que les Comores, c'est une ancienne colonie française. Oui. Jusqu'en 1946. Oui. C'était un pays, un département français. Et alors? Hein? Bah oui, quand même. C'était français. Aujourd'hui, ils sont plus français. Tu veux dire pas qu'on l'a oublié? Ils sont indépendants. La situation qu'ils vivent actuellement, certainement la colonisation est passée par là. Donc je pense que c'est vraiment une très très grande maladresse. Très grande maladresse, en tout cas, qui risque d'empoisonner un petit moment d'ailleurs Emmanuel Macron. Ça nous rappelle l'histoire de comment ça s'appelle, la Guyane comme étant une île. Oui, bien sûr, la Guyane étant une île. Oui. Il en a fait quand même pas mal des petites bourdes de Macron, hein. Oui, sur son air de premier de la classe, hein. Ben oui, mais on peut pas tout connaître, hein. Bah ouais, non, mais des fois il faut mieux se taire, des fois, hein. Ouais. Chose que vous avez un peu de mal, vous. Mais ça fait le buzz quand on parle. Ah parfois. Oui, ça fait le buzz. Bon, 01, on est dans la société de buzz de toute façon aujourd'hui. 01 40 33 9000. Si vous voulez parler, dire un truc intéressant, c'est maintenant que ça se passe. Libertad 01 40 33 9000 pour nous dire un petit peu comment ça se passe votre Ramadan. Et je voudrais dire aussi que faut aussi rendre hommage à toutes ces mosquées, notamment celle aussi d'Orléans, qui chaque soir sert 120 repas. Donc faut aussi rendre hommage à ces mosquées justement, qui permettent aux gens de Oftor d'avoir de quoi manger, permettent de partager un repas entre différentes personnes. Je pense que ça aussi c'est important. Et aussi je voudrais soulever aussi un deuxième sujet où on parle beaucoup des gens qui meurent en hiver, des SDF en hiver. Mais il faut savoir qu'en été, il y en a plus qui meurent. Mais on n'en parle pas. Ça, c'est vrai. Et on n'en parle pas. Il faut avoir aussi une pensée pour
ces gens parce qu'ils sont plus nombreux à mourir qu'en été qu'en hiver. Effectivement. Et bien qu'on pense l'inverse. 01 40 33 9000, bien sûr, si vous voulez nous rejoindre sur France Maghreb 2. Je rappelle que dans quelques minutes, vous allez retrouver l'ami Samir Abslam pour l'émission Parler Islam, 10e émission pour ce 10e jour de Ramadan. Ça y est, on a fait un tiers de ce mois sacré du Ramadan, puisque les 10 premiers jours, on parle de décades, donc sont terminés, ou presque en tout cas, ce soir. Et ensuite, on entame une deuxième phase, puis la troisième phase de ce mois sacré du Ramadan. Mais j'ai pu constater que t'as un peu maigri, Christophe. Qu'est-ce qui se passe? Pas du tout, mais alors pas du tout. Non, t'as pas maigri? Non, je suis juste un peu fatigué. Tu fais du sport, c'est tout. Fatigué de vous supporter au quotidien, mais ça va. Ouais. Mais t'en demandes encore. Hein. Ah, pas du tout, non, je suis fatigué là. Si je pouvais prendre des vacances, ça m'arrangerait bien d'ailleurs. Mais pourtant, t'es arrivé beau gosse, tu t'es rasé de près. Les auditeurs ont absolument rien à faire t'es vraiment beau gosse, hein. Comment je suis habillé. Ça te va bien le Ramadan. Oui. Si, les auditeurs sont ils me demandent les auditeurs. Ils me demandent les auditeurs, t'inquiète pas. Oui. D'accord. 01 40 33 9000. Donc, si vous voulez savoir, il n'y a pas de problème pour savoir comment est habillé Jean-Marc. Franchement, voilà. C'est très... Mais sur Facebook. Oui, voilà, sur Facebook. Steve Zebelus, il s'appelle sur Facebook d'ailleurs. Hein, c'est un mec qui n'assume même pas son prénom, il change de prénom sur Facebook. Non, j'ai pas changé de prénom, c'est une certaine époque, c'était mon nom d'artiste. Donc, c'est resté. J'ai beaucoup de gens qui me connaissent comme ça, qui me connaissent pas comme étant Jean-Marc. Voilà. Moi, c'est Christophe Rowe, aussi bien à la radio que sur Facebook, tu vois. Ouais. Moi, je trompe pas les gens. Ouais, tu trompes pas les gens, mais t'es pas sur Facebook et t'es un sous-marin sur Facebook. Je suis sur Facebook. Tu commentes mes trucs, mais on n'est pas amis. C'est bizarre tout ça. Qu'est-ce qu'il y a, Sophia, ça va? Pourquoi, Sophia? Bonjour tout le monde. Bonjour Sophia, ça va? Vous entendez, sérieusement? On dirait mes deux vieilles chippies en train de se crêper le chignon. Parle pour toi, pour la chippie, non mais alors? Bah écoute-toi. Moi ça va j'ai pas gardé le même nom. Allez, bah oui. bonne fin de journée tout le monde et bon courage. Bon appétit Sophia ce soir. Sahaftolek, tu vas manger quoi ce soir? Est-ce que... C'est une très bonne question. Tu ne sais pas, très bien. Bon, bon appétit quand même, Sahaftolek. Je te remercie. Bon Jean-Marc, tu vas manger quoi toi? Moi, qu'est-ce que je vais manger ce soir? Je sais jamais ce que je vais manger. Ce qui est sûr, c'est qu'il va y avoir du lait, il va y avoir des dattes, une bonne soupe. Ça, c'est sûr, c'est clair, c'est net. Et puis après, on verra. Mais je prévois pas à l'avance ce que je vais manger. C'est pas un souci de manger. Je suis pas impatient de manger. Allez, on prend un dernier appel avant de terminer. 01 40 33 9000 et raccroché le monsieur, tu vois, il est très énervé le monsieur. Bon, alors je voudrais faire un petit coup de cœur si tu permets, Christophe. Vas-y, je t'en prie. Parce que hier, il m'a été offert un livre que j'avais lu il y a très longtemps sur la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Qui est écrit par Étienne Diné, qui est converti à l'islam, et Slimane Ben Ibrahim. Il est en français, il y a une nouvelle édition. Et puis j'ai commencé à le relire. C'est vrai que c'est sur la préface, il est dit que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est l'homme qui eut pour mission, à l'instar des envoyés de Dieu avant lui, de guider l'humanité vers Dieu, en réformant la religion, en la débarrassant des carcans et des erreurs dont les hommes des communautés anciennes l'ont chargé. On n'a pas le côté, parce que j'ai lu pas mal de biographies sur la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Souvent, on a un côté toujours qui est très guerrier, mais là, cette biographie qui parle de sa vie est tout autre. Développe un autre aspect, développe vraiment l'apport philosophique, idéologique, spirituel, religieux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a apporté au monde. Et j'invite les gens justement à essayer de lire aussi cette biographie qui est la vie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est une nouvelle édition revue et corrigée. Étienne Diné et Slimane Ben Ibrahim, édition Maison d'En-Nour. Merci Jean-Marc, et c'est ainsi que se referme ce grand forum pour ce lundi. Bonne soirée à tous, à l'écoute de votre radio France Maghreb 2, Saraf Tolkom à tous les auditeurs. Dans un instant, l'émission Parler Islam, présentée ce soir par le professeur Samir Abslam sur France Maghreb 2. Salut Jean-Marc, et à mercredi en ce qui te concerne. Merci, bon appétit à tous les auditeurs et auditrices, et je vous dis à très très bientôt. Ciao.